Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, tome 1 toujours. Et nous lirons ce soir les chapitres 4 à 8, ce qui termine la première partie. Nous en sommes au deuxième live ou à la deuxième rediffusion si vous me regardez sur YouTube. Donc voilà, deuxième épisode sur cette œuvre. De toute manière, si vous voulez que ce soit absolument clair pour vos esprits, je vous invite soit à checker la description de la vidéo sur YouTube, soit à aller directement dans la playlist qui se nomme sur ma chaîne « Et si on lisait ? Don Quichotte ». Et vous avez juste à vous enfiler les épisodes dans l'ordre, tout va bien, ou à regarder donc la description de la vidéo ou la barre de lecture de chaque vidéo, pour voir les timecodes et voir les chapitrages. Je vais essayer d'être le plus clair possible en prenant le sommaire, ça sera encore ce qu'il y a de plus simple. Pour résumer, nous sommes en train de lire L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en 1605, c'est donc le tome 1, puisque le tome 2 a été publié en 1615, si je ne m'abuse. Lors du premier épisode, nous avons lu le prologue et les poèmes liminaires, qui précédaient la première partie. Et nous avons commencé à lire la première partie avec les chapitres 1 à 3, du coup. Et donc on a vu un petit peu quel était le personnage de Don Quichotte de la Manche, quel était son projet par rapport à ses lectures chevaleresques. On a vu également la première sortie de son village, et puis ses rencontres avec l'aubergiste qu'il prend pour un chastelain avec son château, etc. etc. On voit aussi comment il a trouvé son cheval, et comment il a trouvé un nom pour son cheval, donc Rocinante, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, on va poursuivre, on va voir un petit peu où il va, notre ami Don Quichotte, avec les épisodes 4 à 8, les chapitres 4 à 8, pardon, si j'utilise les mauvais mots, ça va être compliqué pour vous de suivre. Les chapitres 4 à 8 qui poursuivent et terminent la première partie, puisque le chapitre 9 entamera la deuxième partie, et ça sera pour mardi à 21h. Est-ce que j'ai éclairci la situation ? Je suis pas sûr, mais bon, je vais vous faire confiance, vous êtes des viewers intelligents et curieux, vous allez tout à fait réussir à suivre et tout à fait réussir à comprendre par rapport à toutes les infos que je vous ai données à l'oral ou à l'écrit en contexte de ces lives ou de ces rediffusions sur YouTube, j'en suis sûr. Comment allez-vous les amis? Ça me fait plaisir de vous rejoindre encore ce soir, on est toujours dans cette semaine de reprise de live, je reprends doucement, je fais pas trop de live, j'allais dire, je vais quand même en faire 4 à la fin de la semaine, j'en aurais fait quand même 4, c'est pas dégueulasse, mais ouais, j'essaie de reprendre doucement les bonnes habitudes, j'essaie de me remettre dans le mood, de me remettre dans le bain, et puis ma foi, pour le moment, la semaine se trouve être plutôt pas mal, il me semble, j'espère que c'est cool aussi pour vous. J'espère que vous aimez les nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne, j'espère que vous aimez cette nouvelle lecture Don Quichotte de Cervantes, j'espère que vous appréciez également la nouvelle série de gaming que j'ai pu lancer mercredi avec South Park The Stick of Truth. Bref, il y a tout un tas de choses, on reprend doucement, mais il y a des choses qui arrivent pour la suite également, enfin bref. J'en ai déjà parlé lors du live précédent, si vraiment ça vous intéresse d'avoir toutes les nouveautés et tous les projets, ça sera plutôt sur le live précédent que vous aurez des news. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent en live, bonsoir Olivia Livnanu, bonsoir Mopito, comment allez-vous tous les deux, chers amis? Moi je vais très bien, merci de le demander, c'est très gentil. Et ouais, j'ai grave hâte de découvrir également la suite de cette parodie de romans de chevalerie, de romans chevaleresques, c'est hyper intéressant en vrai, et c'est teinté d'humour. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une nuance, une couleur que j'ai pas eu l'impression d'avoir jusqu'à présent dans mes lives de lecture. Donc cette nouvelle promet, enfin cette nouvelle lecture en somme, promet du très très lourd, du très très bon, et j'ai vachement hâte. Je voulais remercier également deux personnes, il y avait Opis et Sarah Bodès, donc merci à tous les deux, toutes les deux, je ne sais pas, d'avoir follow pendant que j'étais en off. Ouais, ça fait plaisir et ça aide à booster la chaîne, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup, ça fait plaisir.
D'ailleurs, c'est marrant, tiens, en parlant de chaîne Twitch, peut-être l'aurez-vous aussi, chacun d'entre vous, chers viewers, mais j'ai reçu un mail tout à l'heure de Twitch pour me faire un récap de l'année, et il vous donne un petit peu les chiffres de votre chaîne, etc., le nombre d'heures que vous avez diffusé et tout, c'est scandaleux comment c'est beaucoup, mais bon, bref. Et ils disent aussi un truc rigolo, le nombre d'émoticônes que tu utilises et à quel point... Enfin, non, comment dire, la récurrence d'utilisation de chaque émoticône. Les émoticônes que j'ai le plus utilisés cette année, eh bien ce sont les miens, tout simplement. Apparemment je suis content de ma tête de débile. Je la fais pop dans le chat, mais ouais, vous savez, cette tête qui fait... avec une fleur sur le front. Donc voilà, apparemment c'est celle que j'ai le plus utilisée lors de l'année précédente, 400 fois pour être précis, incroyable. Je sais que certains d'autres parmi vous l'ont beaucoup utilisé, et franchement c'est con, hein, c'est archi con, mais ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je vois des gens utiliser cette émoticône. Alors déjà sur mes lives, etc. bien entendu, mais chose plus spécial et en même temps très cool, c'est que ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des lives, d'être encore passif, donc de ne pas parler dans le chat, qu'on sache pas que je suis là, et que des gens que je connais utilisent mon émoticône. Et je suis en mode, putain c'est ouf, les gens utilisent mon émoticône même pas sur mon live, même pas quand je suis là, etc. Entre guillemets, il n'y a pas... Enfin, ça, c'est vraiment rentré dans les habitudes, dans les mœurs de certaines personnes d'utiliser mon émoticône. Enfin, notamment celle-ci. Donc ça me fait si plaisir, c'est trop drôle en vrai. Donc merci à vous, bah, on va essayer de faire, encore une fois, je me répète, mais toujours mieux, toujours plus varié. Donc voilà, on va essayer de faire de 2021 une année tout aussi réussie que la 2020 pour ce qui est de la chaîne Planétéo, si ce n'est, je l'espère, davantage. Mopito qui nous dit: j'ai regardé d'autres exemples d'antonomase après celle de Dulciné. Il y en a de nombreuses qu'on ignore, comme Silhouette, Calepin ou Sosie. Ah ouais? Je savais pas du tout. Alors Silhouette, ça me dit quelque chose, pour le coup, je crois avoir déjà entendu que c'était une antonomase. Par contre, Calepin ou Sosie, je savais pas du tout. C'est stylé. Plutôt intéressant de connaître les origines de ces mots. Moi, je trouve ça trop intéressant. En vrai, tout ce qui est lié à l'origine, à l'étymologie, etc., je trouve ça hyper intéressant. Ouais. J'allais dire ça me fascine ou ça me trouve le cul, c'est à vous de choisir, mais en tout cas ça m'intéresse. Ouais, je sais que bah, je vous ai déjà sorti cette anecdote, mais à mon bac de français oral, j'ai été tombé sur La Nuit de Valogne. Donc du coup, ça parle du personnage de Don Juan, etc., etc. Et du coup, à un moment, je sors dans mon analyse, n'est-ce pas, que Don Juan, c'est une antonomase, nanana, et je sais pas, peut-être que j'avais fait sortir l'information de nulle part, ou je sais pas, mais en tout cas, ça l'avait fait un petit peu sourire, la prof. Alors, rien de méchant, hein, mais voilà. Et donc, ça l'a fait un peu sourire, tout ça. Et plus tard, à la toute fin de l'entrevue, si je puis dire, elle me demande: c'était quoi votre œuvre favorite que vous avez fait cette année en cours, etc., etc. J'étais incapable de répondre à la question, et finalement j'ai répondu Candide, et elle m'a répondu: oh, décidément, les antonomases, c'est vraiment votre dada, et là on a rigolé ensemble, on a ri, oh là là, incroyable, incroyable. 19 à l'oral de français au bac, ouais voilà, hein, il suffit de faire rire sa prof. Hein. J'exagère, mais d'ailleurs je sais même plus si j'ai pas eu 17. Non, je crois qu'à l'oral j'ai eu 19, hein. Bref, je sais plus. Peu importe, c'est entre peu et pas important, on s'en fout. C'était juste une petite anecdote rigolote sur les antonomases. Les antonomases qui est certainement la figure de style qui me poursuit le plus dans ma vie. Intéressant. Bien, il y aurait peut-être une étude psychologique à tirer de tout cela. Bien, chers amis, avant qu'on entame la lecture de ce soir, j'ai quelques toutes petites choses à vous dire rapidement. Alors, je vais compléter les informations qu'on a sur les antonomases avec Mopito qui nous donne encore plus de choses. Qui nous dit: il y a le personnage de Sosie dans la pièce Amphitryon. Ah d'accord, c'est stylé. Et Calepin est l'auteur d'un dictionnaire en latin-italien du début du XVIe siècle. Oh, c'est stylé, c'est... Autant Sosie, j'ai envie de dire, c'est une origine assez classique, voilà, qu'on trouve le nom dans une œuvre et du coup ça devient un nom commun. Autant
un auteur de dictionnaire, donc du coup c'était son nom propre, entre guillemets, qui est devenu du coup un nom commun, c'est ouf. C'est assez stylé. C'est assez stylé. Ah bah je te comprends, Nanu, c'est stressant l'oral de français. C'est tout à fait stressant, il n'y a pas de mal y a pas de mal. En fait, le truc c'est que c'est très compliqué parce que ouais, on a tendance à culpabiliser peut-être d'être stressé, etc. Ce qui rajoute du coup au fait d'être déjà stressé. Mais en vrai, c'est tout à fait compréhensible d'être stressé, c'est tout à fait compréhensible d'être timide et ainsi de suite. Il n'y a aucun souci avec ça, en vrai de vrai. Faut pas trop vous en faire. Enfin, si c'est maladif et que ça vous empêche de vivre, c'est bien d'essayer de travailler dessus, c'est bien d'essayer de faire des choses pour arranger un petit peu la situation. Mais après, faut pas non plus s'auto-flageller à l'infini, quoi. Du coup, oui, qu'est-ce que j'allais dire avant qu'on entame la lecture? Oui, avant qu'on entame la lecture, très très brièvement, je vous rappelle qu'il y aura encore un dernier live dimanche à 15h. J'aurais bien voulu faire davantage de live, mais ce week-end il y a les Clash, donc le tournoi sur League of Legends, et j'y participe, donc j'aurai pas le temps. Désolé. Mais bon, la semaine prochaine il y aura peut-être davantage de live pour le coup, sachant notamment que je pense que le 20 janvier, il y a la mise à jour de Sea of Thieves qui va sortir, donc certainement que je vous présenterai la mise à jour en live mercredi 21h. Bref. En tout cas, pour cette semaine, il n'y a plus que dimanche à 15h, le retour des lives de découverte de l'univers de League of Legends, et la nouvelle de ce dimanche sera consacrée aux champions Z et Jhin. Donc je sais pas encore comment je vais organiser l'émission, je sais pas si on va faire la biographie et la présentation des deux champions complètement, plus la lecture de la nouvelle, ou si je ferai seulement la lecture de la nouvelle et les présentations et biographies dans des épisodes qui sont dédiés aux personnages précisément. On verra ça dimanche, à 15h donc, rendez-vous habituel j'ai envie de dire. Et enfin, vous le savez, le dimanche, il y a des veillées organisées sur Discord, si ça vous intéresse de m'y rejoindre, pour discuter, pour jouer, etc. etc. Malheureusement, cette semaine, encore une fois, les clashs de League of Legends me prendront du temps. Donc, il n'y aura pas la veillée. D'habitude, la veillée, c'est de 21h à minuit. Là, je pourrais pas être disponible à 21h, c'est sûr et certain. Par contre, ce que je compte faire, c'est que dès que j'ai fini les clashs, je rejoins s'il y a des gens en ligne. Donc, comme d'habitude, je vous fais confiance. De toute manière, j'ai des yeux et des oreilles partout. Mais comme d'habitude, je vous fais confiance. Si vous voulez vous rejoindre sur mon Discord à 21h dimanche pour vous-même organiser une veillée, entre guillemets, et vous-même discuter et jouer ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je rejoindrai dès que j'en aurai l'occasion. Et puis, on s'amusera jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'il est l'heure de fermer ma margoulette. J'aime bien le mot margoulette, décidément. Ça fait 2 lives que je le sors. Et puis, c'est vrai que c'est plus poli que gueule. C'est marrant parce que à chaque fois, j'ai ce syndrome-là de vouloir commencer à dire un mot vulgaire. Et puis, je me retiens en le remplaçant par un mot poli. Et après, quand même, je dis le mot vulgaire, parce que putain, quel plaisir de dire putain. Bref, on est parti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, les amis. Bonne écoute, Nanu, bonne écoute, Mopito. Bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient dans l'ombre de Twitch ou en rediffusion sur YouTube. On enchaîne avec le chapitre 4, 5 et 6 d'une traite. Après, je ferai une pause, et après, on passera au chapitre 7 et 8. Voilou. Santé d'ailleurs, les amis. Et bonne lecture à tous. Chapitre 4. De ce qui arriva à notre chevalier lorsqu'il quitta l'auberge. Il devait être celle de l'aube. Ok, c'était nul. Je reprends. Je déteste me fail sur la première phrase. D'ailleurs, pour que vous compreniez à quoi fait référence celle, ça fait référence à l'heure, à la bonne heure du chapitre précédent. La dernière phrase du chapitre précédent, c'est « aller à la bonne heure ». Et donc là, celle fait référence à la bonne heure. Voilou. Bref, bonne écoute. Chapitre 4. De ce qui arriva à notre chevalier lorsqu'il quitta l'auberge. Il devait être celle de l'aube lorsque Don Quichotte sortit de l'auberge, si heureux, si gaillard, si sans dessus-dessous de se voir maintenant armé chevalier, que sa joie lui sortait par les sanglots de son cheval.
Mais comme lui vinrent à la mémoire les conseils de son hôte sur l'équipement si nécessaire qu'il devait emporter avec lui, surtout l'argent et les chemises, il décida de rentrer chez lui et de se pourvoir de tout, et aussi d'un écuyer. Il comptait prendre un paysan de ses voisins qui était pauvre et avait des enfants, mais qui faisait tout à fait l'affaire pour servir la chevalerie en tant qu'écuyer. Dans cette idée, il guida vers son village Rocinante, lequel, devinant presque le gîte, se mit à cheminer si volontiers qu'il semblait ne pas toucher terre. Il n'avait pas fait beaucoup de route quand il lui sembla que sur sa droite, du fond d'un bois tout proche, sortaient de faibles cris, comme si quelqu'un se plaignait. Il les avait à peine entendus, qu'il dit « Je remercie le ciel de la faveur qu'il me fait en m'offrant si vite des occasions de pouvoir accomplir les devoirs de ma profession et récolter le fruit de mes bons projets. Ces cris viennent sans doute de quelque malheureux ou malheureuse qui a besoin de ma faveur et de mon aide. » Et tournant en bride, il dirigea Rocinante vers le lieu d'où les cris lui semblaient sortir. Quelques pas plus loin dans le bois, il vit une jument attachée à un chêne vert et attachée à un autre, un jeune homme nu jusqu'à la taille. Il devait avoir 15 ans. C'était lui qui poussait les cris, et non sans cause, car un laboureur de belle taille lui donnait quantité de coups de fouet avec un ceinturon, en accompagnant chaque coup d'une remontrance et d'un conseil. Il disait en effet « Tiens ta langue et ouvre l'œil !» Le jeune homme répondait « Je ne le ferai plus, mon maître. Sur la passion de Dieu, je ne le ferai plus, et je promets à partir de maintenant de faire plus attention aux troupeaux. » Voyant ce qui se passait, Don Quichotte dit d'une voix courroucée « Chevalier discourtois, il est malvenu de t'en prendre à quelqu'un qui ne peut se défendre. Monte sur ton cheval et prends ta lance. » Il avait en effet une lance appuyée au chêne vert où était attachée la jument. « Je vais te faire sentir que ce que tu es en train de faire est une lâcheté. » Le paysan, qui vit au-dessus de lui cet étrange personnage tout armé brandir une lance à son visage, se tint pour mort. Il répondit en termes aimables. « Monsieur le chevalier, ce garçon que je suis en train de châtier est un valet à moi. Je l'emploie à garder un troupeau de brebis que j'ai dans les environs, et il est si négligent que chaque jour il m'en manque une. Et comme je châtie sa négligence ou sa malhonnêteté, il dit que je le fais parce que je suis pingre, pour ne pas lui payer la solde que je lui dois. Et sur Dieu et sur mon âme, il ment. » « Ment ? Devant moi, misérable vilain ? Par le soleil qui nous éclaire, j'ai bien envie de te passer ma lance au travers du corps. Paie-le tout de suite, sans plus de réplique. Sinon, sur le Dieu qui nous gouverne, j'en finis avec toi et je t'anéantis sur l'heure. Détache-le tout de suite. » Le paysan baissa la tête et, sans répondre mot, détacha son valet, auquel Don Quichotte demanda combien son maître lui devait. « 9 mois, répondit-il, à 7 réaux le mois. » Don Quichotte fit le compte et trouva qu'il montait à 73 réaux. Il dit au paysan de les débourser immédiatement s'il ne voulait pas mourir de sa main. Le vilain répondit avec crainte. Sur l'heure qu'il vivait et sur le serment qu'il avait fait, il n'avait rien juré encore, cela ne faisait pas tant. En effet, il fallait compter et déduire 3 paires de souliers qu'il lui avait donnés, et aussi un réal pour 2 saignées qu'on lui avait faites lorsqu'il était malade. « C'est juste, répliqua Don Quichotte. Mais on déduira les souliers et les saignées à cause des coups de fouet que tu as donnés sans raison, car s'il a déchiré le cuir des souliers que tu as payés, tu as déchiré celui de son corps, et si le barbier lui a tiré du sang lorsqu'il était malade, tu l'as fait alors qu'il est en pleine santé. Et donc sur ce point, il ne te doit rien. Le malheur, monsieur le chevalier, c'est que je n'ai pas d'argent ici. Andrès n'a qu'à venir à ma maison, et je le paierai réal par réal. »« Aller avec lui » dit le jeune homme. « Malheur ! Non, seigneur, impensable. S'il se voit seul avec moi, il m'écorche, comme Saint-Barthélemy. »« Il ne fera pas une telle chose, dit Don Quichotte. Mon ordre suffit pour qu'il le respecte, et s'il me le jure par la loi de chevalerie qu'il a reçue, je le laisserai aller librement, et serai la caution du paiement. »« Monsieur, réfléchissez à ce que vous dites. Mon maître n'est pas chevalier, il n'a reçu aucun ordre de chevalerie. C'est Juan Aldudo le riche, habitant de Quintanar. »« Il importe peu. Des Aldudo peuvent être chevaliers. D'ailleurs, chacun est fils de ses œuvres. »« C'est vrai, mais mon maître, de quelles œuvres est-ce qu'il est le fils, lui qui me refuse ma solde, ma sueur, ma peine ?»« Je ne la refuse pas, mon très cher Andrés, répondit le paysan, et fais-moi le plaisir de venir avec moi. Je jure par tout ce qu'il y a d'ordres et de chevaleries au monde de te payer comme j'ai dit, réal par réal, avec un peu de parfum même. »« Du parfum, je te fais grâce, dit Don Quichotte. Donne-lui ses réaux, et c'est assez pour moi. Et veille à t'acquitter comme tu l'as juré.
Sinon, par le même serment, je te jure que je reviendrai te chercher et te châtier, et je te trouverai, même si tu étais mieux caché qu'un lézard. Et si tu veux savoir qui te donne cet ordre, afin d'avoir plus authentique obligation de le respecter, sache que je suis le valeureux Don Quichotte de la Manche, le redresseur de torts et d'injustices, et va en Dieu, et garde à l'esprit ce que tu as promis et juré, sous peine de la peine prononcée. » À ces mots, il piqua Rocinante, et en peu de temps s'éloigna d'eux. Le paysan le suivit des yeux, et lorsqu'il vit qu'il était sorti du bois et avait disparu, il revint vers son valet Andrès et lui dit « Viens ici, mon cher enfant, je tiens à te payer ce que je te dois, comme ce redresseur de tort me l'a ordonné. »« J'en suis sûr, et comme vous aurez bien raison de respecter l'ordre de ce bon chevalier, puisse-t-il vivre 1000 ans, car il est si valeureux et si bon juge. Vive Roch, que si vous ne payez pas, il reviendra, et il exécutera ce qu'il a dit. »« J'en suis sûr, moi aussi, mais je t'aime tellement que je veux augmenter la dette pour augmenter la paix. » Et il le prit par le bras, et l'attacha de nouveau au chêne vert, où il le fouetta tellement qu'il le laissa pour mort. « Monsieur Andrès, disait le paysan, appelle maintenant le redresseur de tort. Tu verras qu'il ne redressera pas celui-là. Et même je crois qu'il n'est pas encore achevé, parce qu'il me vient l'envie de t'écorcher vif, comme tu le craignais. » Il finit par le détacher et lui donna congé d'aller chercher son juge pour qu'il exécute la sentence prononcée. Andrès partit en piteux état, jurant d'aller chercher le valeureux Don Quichotte de la Manche et de lui raconter point par point tout ce qui s'était passé et qu'il devrait le payer au centuple. Mais en fin de compte, il partit pleurant et son maître resta riant. Et c'est ainsi que le valeureux Don Quichotte défit le tort. Extrêmement satisfait de ce qui s'était passé, trouvant qu'il avait très heureusement et très hautement commencé ses chevaleries, très content de lui-même, il cheminait vers son village, disant à mi-voix « Bien peux-tu te dire heureuse entre toutes celles qui vivent sur la face de la terre, entre toutes les belles dulcinées du Toboso, car il t'échut d'avoir pour sujet et sert de ta volonté et de ton bon plaisir un chevalier aussi vaillant et renommé que Don Quichotte de la Manche, lequel, ainsi que tout le monde sait, reçut hier l'ordre de chevalerie et défit aujourd'hui le plus grand tort et dol que conçut l'injustice et commit la cruauté. Aujourd'hui, il ôta le fouet de la main de cet impiteux ennemi qui, sans raison aucune, flagellait ce chétif enfançon. » Il arriva alors à un chemin qui se divisait en 4, et aussitôt vinrent à son imagination les carrefours où les chevaliers errants se mettaient à réfléchir au chemin qu'ils prendraient. Pour les imiter, il resta un instant immobile, et après y avoir bien réfléchi, il lâcha la bride à Rocinante, abandonnant sa volonté à celle de son roussin, lequel suivit sa première intention, qui était de prendre le chemin de l'écurie. Après avoir parcouru environ 2 miles, Don Quichotte vit une grande troupe. Comme on l'a su depuis, c'étaient des marchands tolédans qui allaient à Murcie, acheter de la soie. Ils étaient 6 qui allaient sous leur parasol avec 4 valets à cheval et 3 garçons de mules à pied. Don Quichotte les eut à peine aperçus qu'il s'imagina que c'était chose de nouvelle aventure, et pour imiter partout où cela lui semblait possible les rencontres qu'il avait lues dans ses livres, une de celles qu'il ruminait lui parut ici venir à point. Et donc, dans une attitude intrépide et noble, il se cala bien sur ses étriers, serra sa lance, leva le bouclier à sa poitrine, et, posté au milieu du chemin, attendit que ces chevaliers errants arrivent, car il s'imaginait et croyait déjà qu'ils étaient tels, et lorsqu'ils furent à distance de se voir et s'entendre, la voix de Don Quichotte s'éleva, et dit d'un ton de défi « Arrêtez tous! Si tous ne confessaient qu'il n'est au monde demoiselle plus belle que l'impératrice de la Manche, la non-pareille Dulcinée du Toboso !» À ces propos, les marchands s'arrêtèrent pour regarder l'extraordinaire figure qui les tenait. À celle-ci et à ces propos, ils comprirent aussitôt la folie du propriétaire, mais ils voulurent voir posément en quoi consistait cette confession qu'on leur demandait, et l'un d'entre eux, qui était un tant soit peu moqueur et beaucoup plus que perspicace, lui dit « Monsieur le chevalier, nous savons qui peut être cette bonne dame dont vous parlez. Montrez-la nous, et si elle est aussi belle que vous le dites, très volontiers, et de nous-mêmes, nous confesserons la vérité que requiert votre parti. » « Si je vous la montrais, que servirait que vous confessiez une vérité si évidente? Le point est que, sans la voir, vous avez à le croire, confesser, affirmer, jurer et défendre. En cas contraire, ayez bataille avec moi, gens outrancière et orgueilleuse. Que vous veniez maintenant un par un, comme le veut la loi de chevalerie, ou tous ensemble, comme c'est coutume et vil usage chez ceux de votre engeance, ici même je vous attends, et vous recevrez, confiant dans la cause que ma partie soutient. Monsieur le chevalier, au nom de nous tous,
nous princes ici présents, et pour ne pas charger nos consciences en confessant une chose jamais vue ni ouïe de nous, et qui serait surtout si préjudiciable aux impératrices et reines d'Alcaria et d'Estrémadure, je vous supplie d'avoir l'obligeance de nous montrer quelque portrait de cette dame, même de la taille d'un grain de blé. Par le fil on tire la pelote, et nous nous tiendrons quittes en confiance. Et vous, vous aurez eu satisfaction et gain de cause. Je crois même que nous prenons déjà si bien votre parti que, même si son portrait nous montrait qu'elle est borgne d'un œil et que de l'autre coule du vermillon et du soufre, malgré tout, pour agréer à votre grâce, nous dirons tout ce qu'elle voudra en sa faveur. « Non, ce n'est pas ça, infâme canaille !» répondit Don Quichotte, embrasé de colère. « Je dis que ce n'est pas ce que tu dis qui coule, mais de l'ambre et de la civette bien mise entre coton. Et elle n'est ni borgne ni bossue, mais plus droite qu'un fuseau de Guadarrama. Mais toi, tu vas payer le grand blasphème que tu as dit contre une beauté comme celle de madame. » Et à ces mots, il fonça lance baissée sur celui qui venait de parler, avec tant de rage et de furie, que si la bonne fortune n'eût voulu qu'à mi-chemin Rocinante bronche et tombe, le marchand insolent s'en fut mal trouvé. Rocinante tomba, et son maître alla roulant un bon moment dans le champ. Il voulut se relever, mais ne put le faire, embarrassé par la lance, le bouclier, les éperons et la visière. Ses antiques armes pesaient, et tout en luttant en vain pour se relever, il répétait « Ne fuyez, race couarde, race vile, attendez! Ce n'est pas ma faute, mais celle de mon cheval, si je suis ainsi à terre !» Dans la troupe, un valet de mule qui ne devait pas avoir un très bon caractère entendait le malheureux dire au sol toutes ses arrogances. Il ne put supporter de ne pas lui donner réponse sur les côtes. Il vint à lui, prit la lance, et après l'avoir mise en morceaux, il en prit un et se mit à donner tant de coups sur notre Don Quichotte que malgré et en dépit de ses armes, il le moulut comme grain. Ses maîtres lui criaient de ne pas tant le battre et de le laisser, mais le garçon s'était maintenant pris au jeu, et il ne voulut pas le laisser avant d'avoir relancé de tout le reste de sa colère. Il utilisa tous les autres morceaux de lance, et finit de les briser sur le malheureux à terre, qui malgré cette tempête de coups qui pleuvait sur lui, ne fermait pas la bouche, menaçant le ciel, la terre et les malandrins, car tels il croyait qu'ils étaient. Le garçon se lassa, les marchands repartirent, emportant pour tout le reste du voyage le compte du pauvre Rossé. Lui, se voyant seul, essaya une nouvelle fois s'il pouvait se lever. Mais s'il n'avait pu le faire valide et en bonne forme, comment l'eût-il pu moulu et tout démoli? Pourtant il se tenait encore pour fortuné, s'imaginant que c'était une mésaventure réservée aux chevaliers errants. Et il faisait retomber toute la faute sur son cheval, et il lui était impossible de se lever, tant son corps était meurtri. Chapitre 5 où se poursuit le récit de la mésaventure de notre chevalier. Voyant donc par les faits qu'il ne pouvait bouger, il pensa à recourir à son remède ordinaire, qui était de penser à quelques passages de ses livres. Sa folie lui remit en mémoire celui de Valdovinos et du marquis de Mantoue, lorsque Carloto le laissa blesser dans un fourré, histoire connue des enfants, point ignorée des jeunes gens, louée et même prise au sérieux par les vieux, et toutefois aussi peu véridique que les miracles de Mahomet. Elle lui parut donc très bien cadrer avec l'état où il se trouvait, et c'est pourquoi, avec des démonstrations de grande douleur, il se mit à se rouler au sol et à dire d'une voix gémissante ce qu'on dit que disait dans le bois le chevalier blessé. « Où es-tu donc, très chère dame? Ne ressens-tu donc point mon mal? L'ignores-tu, ô chère dame, où es-tu fausse et déloyale ?» Il continua ainsi. Le romance jusqu'aux vers qui disent « Ô noble marquis de Mantoue, mon oncle et monseigneur charnel !» Et le sort voulut qu'à ce vers, un paysan de son propre village vint à passer par là, un voisin à lui, qui avait porté une charge de blé au moulin. Voyant un homme étendu à terre, il s'approcha de lui, et lui demanda qui il était, et de quel mal il souffrait pour se plaindre si douloureusement. Don Quichotte ne douta pas que ce fût son oncle le marquis de Mantoue, et pour toute réponse, il continua donc son romance, où il lui racontait son malheur et les amours du fils de l'emperrier avec son épouse, tout point par point comme le romance le chante. Ces divagations ébahissaient le paysan. Il lui ôta la visière déjà mise en pièces par les coups, et lui nettoya le visage couvert de poussière. Dès qu'il l'eut nettoyé, il le reconnut et lui dit « Monsieur Quijana !» ainsi devait-il s'appeler lorsqu'il avait son jugement et n'était pas devenu de paisible hidalgo, chevalier errant. « Qui vous a mis dans cet état ?» Mais l'autre, à chaque question, reprenait son romance. Voyant cela, le brave homme lui ôta du mieux qu'il put le plastron et l'épaulière pour voir s'il n'était pas blessé, mais il ne vit ni sang ni trace. Il essaya de le relever, et non sans grands efforts, parvint à le monter sur son âne, qui lui paraissait une monture plus calme.
Il rassembla les armes, même les éclats de la lance, et les attacha sur Rocinante. Il le prit par la bride, et l'âne par le licou, et se dirigea vers son village, assommé d'entendre les divagations que disait Don Quichotte. Et Don Quichotte ne l'était pas moins qui, tout moulu et tout brisé, ne pouvait se tenir sur la bourrique. De temps à autre, il poussait des soupirs à toucher le ciel, si bien qu'il en obligea le paysan à lui redemander de quel mal il souffrait. Et il est vraisemblable que ce fût le diable qui lui remettait en mémoire les contes accommodés à sa situation, car, oubliant Valdovinos, il se souvint alors du mort Abindarraez, lorsque le gouverneur d'Antequera, Rodrigo de Narvaez, le captura et l'emmena prisonnier dans ses domaines. De sorte que lorsque le paysan lui demanda à nouveau comment il se trouvait et ce qu'il ressentait, il lui répondit les paroles mêmes et les discours que l'Abencerrage, prisonnier, répondait à Rodrigo de Narvaez, exactement comme il avait lu l'histoire dans la Diane de Rolrey de Montemayor où elle est écrite. Et il en tirait parti avec tant d'à-propos que le paysan était en train de se donner au diable à force d'entendre cet échafaudage de bourde. Il comprit donc que son voisin était fou, et il se hâtait d'arriver au village pour s'épargner l'ennui d'entendre la longue harangue que lui infligeait Don Quichotte. À la fin, celui-ci lui dit « Il faut que vous sachiez, seigneur Don Rodrigo de Narvaez, que cette belle Jarifa dont j'ai parlé est maintenant la gracieuse Dulcinée du Toboso, pour qui j'ai fait et ferai les plus fameux faits de chevalerie qui se virent, se voient et se verront au monde. » À quoi le paysan répondit « Pêcheur que je suis, regardez, monsieur, je ne suis ni Don Rodrigo de Narvaez, ni le marquis de Mantoue, mais Pedro Alonso, votre voisin. Et vous n'êtes ni Valdovinos, ni Abindarraez, mais un honorable hidalgo, monsieur Quirana. Je sais qui je suis, et sais que je puis être non seulement ceux que j'ai dit, mais encore tous les 12 pairs de France, et même tous les 9 de la renommée, car tous les exploits qu'ils ont faits ensemble, et séparément, les miens les dépasseront. » Dans ces discours suivis d'autres semblables, ils approchèrent du village à la tombée de la nuit. Mais le paysan attendit qu'elle soit plus sombre, pour qu'on ne voie pas l'hidalgo moulu en si piètre équipage. Lorsque le moment lui parut propice, il entra dans le village et dans la maison de Don Quichotte, qu'il trouva sans dessus-dessous. Il y avait là le curé et le barbier, grands amis de Don Quichotte, et la gouvernante leur disait à grands cris « Monsieur le licencié Pedro Pérez, ainsi s'appelait le curé, que pensez-vous de ce malheur qui frappe mon maître? Voilà 3 jours qu'on n'a vu ni lui, ni le roussin, ni le bouclier, ni la lance, ni les armes. Pauvre de moi, je comprends qu'aussi vrai que je suis né pour mourir, ces maudits livres de chevalerie qu'il possède et lit si assidûment lui ont retourné le jugement. Maintenant je me souviens de lui avoir entendu souvent dire, alors qu'il parlait tout seul, qu'il voulait se faire chevalier errant, et s'en aller chercher des aventures par ces mondes là-bas. À Satan et à Babarabas, ces livres qui ont réussi à perdre l'intelligence la plus subtile de toute la Manche. » La nièce disait de même, et même en rajoutait. « Sachez, maître Nicolas, c'était le nom du barbier, qu'il est arrivé plusieurs fois à monsieur mon oncle de passer dans ces bandits de livres de mes aventures 2 jours et 2 nuits, au bout desquels ses mains jetaient les livres. Il mettait la main à l'épée et s'escrimait contre les murs. Après, épuisé, il disait qu'il avait tué 4 géants hauts comme 4 tours, et la sueur qu'il suait de la fatigue, c'était pour lui le sang des blessures reçues dans la bataille, et il buvait ensuite une grande cruche d'eau froide, il se retrouvait sain et dispos, et il disait que cette eau était une préciosissime boisson que lui avait apportée le sage Esquive, un grand enchanteur de ses amis. Mais c'est moi la coupable de tout, car je ne vous ai pas prévenu des délires de mon seigneur et oncle pour que vous le guérissiez avant qu'il en arrive au point où il en est venu, et que vous brûliez tous ces excommuniés de livres. Il en a tellement qui méritent bien d'être grillés comme ceux des hérétiques. »« Je suis du même avis, » dit le curé, « et sur ma foi, demain la journée ne se passera pas sans qu'il en soit fait un acte public et qu'ils soient condamnés au feu, afin de ne plus donner occasion à ceux qui les liraient de faire ce que mon bon ami a probablement fait. » Tout cela, le paysan et Don Quichotte l'entendaient, ce qui finit de convaincre le paysan de la maladie de son voisin. Il se mit donc à crier. « Ouvrez au seigneur Valdovinos, et au seigneur marquis de Mantoue, qui vient malement navré, et au seigneur mort Abindarraez, qu'amène prisonnier le valeureux Rodrigo de Narvaez, gouverneur d'Antequera. À ces cris, tous se sortirent, et reconnaissant les uns leur ami, les autres leur maître et oncle, lequel n'était pas encore descendu de l'âne faute de pouvoir le faire, ils coururent l'embrasser. Mais lui leur dit « Arrêtez tous. Malement navré, je viens à cause de mon cheval. Qu'on me mène à mon lit, et qu'on appelle si c'est possible la sage Urgande, pour qu'elle soigne et panse mes plaies. »
Voyez-moi ça, à la malheur, dit alors la gouvernante. Mon cœur me disait bien de quel pied clochait mon maître. Montez à la bonne heure, monsieur. Ici nous saurons vous soigner sans que vienne cette Urgande. Je le dis encore une fois et 100 fois encore, maudits soient ces livres de chevalerie qui vous ont mis dans cet état. On le mit tout de suite au lit. On chercha ses blessures, sans en trouver aucune. Lui dit que c'était seulement les courbatures de sa grande chute avec Rocinante, son cheval, au cours d'un combat contre 10 géants, les plus monstrueux et les plus furieux qui se puissent trouver sur la majeure partie de la terre. « Oh, oh, dit le curé, il y a des géants dans l'affaire. Sur mon chapelet, demain je les aurai brûlés avant qu'il fasse nuit. » Ils posèrent 1000 questions à Don Quichotte, et lui ne voulut répondre à aucune. Qu'on lui donne seulement à dîner et qu'on le laisse dormir, voilà le plus important pour lui. On fit ainsi, et le curé interrogea longuement le paysan sur la façon dont il avait trouvé Don Quichotte. Il lui raconta tout, avec les divagations qu'il avait dites lorsqu'il le trouva et qu'il le ramena, ce qui accrut la résolution du curé de faire ce qu'il fit le jour d'après. Appeler son ami, le barbier maître Nicolas, avec qui il se rendit à la maison de Don Quichotte. Chapitre 6. De la grande et plaisante enquête que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux Hidalgo. Qui dormait encore. Le curé demanda à la nièce les clés de la pièce où se trouvaient les livres responsables du dommage, et elle les lui donna avec un grand plaisir. Ils entrèrent tous, la gouvernante aussi, et ils découvrirent plus de 100 volumes de livres grand format très bien reliés, et d'autres plus petits. Dès que la gouvernante les vit, elle ressortit de la pièce en toute hâte, et revint l'instant d'après avec une écuelle d'eau bénite et un brin d'hysope, disant « Tenez, s'il vous plaît, monsieur le licencié, arrosez cette pièce, qu'il ne se trouve ici aucun des enchanteurs que renferment en grand nombre ces livres, et qu'ils ne nous enchantent pas en châtiment de celui que nous voulons leur donner en les chassant du monde. » La simplicité de la gouvernante fit rire le licencié, qui ordonna au barbier de lui faire passer un à un ces livres pour voir de quoi ils traitaient. Car il pouvait s'en trouver qui ne méritent pas le châtiment du feu. « Non, dit la nièce, aucune raison de pardonner à l'un d'eux, car tous ont causé le tort. Le mieux sera de les jeter par les fenêtres dans la cour, et d'en faire un tas, et d'y mettre le feu, ou bien de les porter à la basse-cour, et on fera là-bas le bûcher et la fumée ne gênera pas. » La gouvernante parla dans le même sens. Telle était l'envie que toutes deux avaient de la mort de ces innocents. Mais le curé ne voulut pas y consentir avant d'avoir lu au moins les titres. Et le premier que maître Nicolas lui mit dans les mains fut les 4 d'Amadis de Gaule, et le curé dit « Voilà un mystère apparemment. J'ai entendu dire que ce fut le premier livre de chevalerie qui s'imprima en Espagne, et tous les autres ont pris de lui naissance et origine. Il me semble donc qu'en tant que dogmatiseur d'une secte si mauvaise, nous devons sans nulle excuse le condamner au feu. »« Non, monsieur, dit le barbier, car j'ai aussi entendu dire que c'est le meilleur des livres de ce genre qu'on ait composé, et c'est pourquoi, en tant qu'unique en son art, on doit lui pardonner. »« C'est vrai, dit le curé, et c'est pourquoi la vie lui est accordée, pour le moment. Voyons cet autre qui est à côté de lui. » Ce sont les exploits d'Esplandiane, fils légitime d'Amadis de Gaule. Eh bien, en vérité, les mérites du père ne sauraient valoir pour le fils. Tenez, madame la gouvernante, ouvrez cette fenêtre et jetez-le dans la basse-cour, qu'il inaugure le tas, pour le bûcher qu'on doit faire. La gouvernante le fit avec grand plaisir, et le brave Esplandiane vola dans la basse-cour, où il attendit en toute patience le feu qui le menaçait. « Avançons, dit le curé. « Celui que voici, dit le barbier, est Amadis de Grèce, et tous ceux qui sont de ce côté, à ce que je crois, sont tous de la même lignée d'Amadis. Eh bien, qu'ils aillent tous dans la basse-cour, car s'il s'agit de brûler la reine Panthykyniestra et le berger d'Arinel et ses églogues, et les inextricables et diaboliques discours de son auteur, je veux bien brûler en même temps le père qui m'a engendré, si jamais il s'accoutrait en chevalier errant. »« C'est aussi mon avis, dit le barbier. « Et le mien, dit la nièce. « Puisque c'est comme ça, dit la gouvernante, allez, tous à la basse-cour. » On les lui donna, et ils étaient nombreux. Elle s'épargna l'escalier et le jeta en bas par la fenêtre. « Quelle est cette barrique » dit le curé. « C'est Don Olivante de Laura, » répondit le barbier. L'auteur de ce livre fut aussi celui qui composa le jardin de fleurs, et en vérité, je ne saurais choisir lequel des deux livres est le plus véridique, ou pour mieux dire, le moins menteur. Ce que je peux dire, c'est que celui-ci ira à la basse-cour, pour son extravagance et ses prétentions. Le suivant est Florismart d'Hyrcanie. Voilà donc monsieur Florismart.
Sur ma foi, il ira tout de suite à la basse-cour, malgré sa naissance extraordinaire et ses délirantes aventures, car la dureté et la sécheresse de son style ne laissent d'autre issue. À la basse-cour. Et celui-ci aussi, madame la gouvernante. Très volontiers, cher monsieur. Elle exécutait avec beaucoup de plaisir ce qui lui était ordonné. Voici le chevalier Platire. C'est un livre vieux, et je n'y trouve rien qui mérite indulgence. Qu'il rejoigne les autres, sans réplique. C'est ce qu'on fit. Un autre livre fut ouvert, et ils virent qu'il s'intitulait Le Chevalier de la Croix. Pour la sainteté du nom que ce livre porte, son ignorance aurait pu être pardonnée. Mais on dit aussi derrière la croix le diable. Qu'il aille au feu. Le barbier prit un autre livre et dit « C'est le miroir de chevalerie. Je connais déjà ce monsieur. Il y a le sire Renaud de Montauban avec ses amis et compagnons, plus voleurs que Cacus, et les 12 pères avec le véridique historien Turpin. En vérité, je serais d'avis de les condamner seulement à l'exil perpétuel, ne serait-ce que parce que l'invention du fameux Matteo Boiardo leur est en partie redevable, et que le poète chrétien Ludovico l'Arioste en tissa aussi sa toile, auquel, si je le trouve ici, et qu'il parle une autre langue que la sienne, je ne garderai aucun respect. Mais s'il parle dans son idiome, j'inclinerai ma tête sous lui. Moi, je l'ai en italien, mais je ne le comprends pas. Aussi ne serait-il pas très bon, l'ami, que tu le comprennes. Ici, nous pardonnerions au seigneur capitaine s'il ne l'avait pas apporté en Espagne et fait castillan, en lui ôtant beaucoup de sa valeur originale. Et c'est ce que feront tous ceux qui voudront tourner en une autre langue les livres de poésie. Quelque soin qu'ils prennent et quelque habileté dont ils fassent preuve, jamais ils n'atteindront à la hauteur où ils se placent à leur première naissance. Revenons aux faits. Je dis que ce livre, et tous ceux qu'on trouvera sur ces choses de France, soient placés et entreposés dans un puits sec, jusqu'à ce qu'on s'accorde mieux et avise à ce qu'il convient d'en faire, excepté un Bernardo del Carpio, qui traîne de ce côté, et un autre appelé Roncevaux, car ceux-là, sitôt venus à mes mains, doivent passer dans celle de la gouvernante, et de celle-ci, dans celle du feu, sans rémission aucune. Le barbier confirma tout, et tint tout pour bon, et pour chose juste, comprenant que le curé était si bon chrétien et si ami de la vérité, qu'il ne dirait pas autre chose pour tout l'or du monde. Et ouvrant un autre livre, il vit que c'était Palmerin d'Oliva, et qu'à côté de lui s'en trouvait un autre qui s'appelait Palmerin d'Angleterre. Lorsque le licencié le vit, il dit « Qu'on coupe tout de suite cette olive, et qu'on la brûle, et qu'il n'en reste pas même les cendres, et qu'on garde et protège cette palme d'Angleterre, comme une chose unique, et qu'on fasse pour elle un coffret pareil à celui qu'Alexandre trouva dans les dépouilles de Darius, et qu'il garda pour y conserver les œuvres du poète Homère. Ce livre, monsieur mon ami, est autorisé pour 2 choses. La première parce qu'il est très bon par lui-même, et l'autre parce qu'on dit qu'il a été composé par un sage roi de Portugal. Toutes les aventures du château de Miragarda sont très bonnes et ont beaucoup d'art. Les discours courtois et clairs respectent et observent la dignité de celui qui parle avec beaucoup de pertinence et de jugement. Je dis donc, sauf votre bon avis, monsieur maître Nicolas, que celui-ci et Amadis de Gaulle échappent au feu, et que tous les autres, sans plus long inventaire, périssent. Non, monsieur mon ami, car celui que j'ai là, c'est le fameux Don Belianis. Bon, celui-ci, avec la 2e, la 3e et la 4e partie, a besoin d'un peu de rhubarbe pour se purger de son excès d'humeur colérique. Et il faut en retrancher toute cette histoire du château de la Renommée et d'autres sottises de plus d'importance. Pour ce faire, il leur sera accordé un délai d'outre-mer, et selon qu'ils se seront amendés, on usera à leur endroit de miséricorde ou de justice. Entre-temps qu'on perd, conservez-les chez vous, mais ne laissez personne les lire. Je veux bien. Et sans vouloir se fatiguer plus longtemps à lire des livres de chevalerie, il ordonna à la gouvernante de prendre tous les grands et de les mettre à la basse-cour. Cela ne fut dit à sotte ni à sourde, mais à une qui avait plus d'envie de les brûler que de s'enfiler l'aiguille, si grosse et si longue soit-elle. Et les ramassant presque par 8, elle les jeta par la fenêtre. À en prendre plusieurs en même temps, un tomba au pied du barbier, qui eut envie de voir de qui il était. Il vit qu'il disait « Histoire du fameux chevalier Tyran le Blanc ». « Dieu me garde !» dit le curé dans un grand cri. « Voici Tyran le Blanc. Donnez ici, mon ami. Je le crois, j'ai trouvé avec lui un trésor de bon temps et une mine de plaisir. Il y a là Don Kyrieleison de Montauban, valeureux chevalier, et son frère Thomas de Montauban, et le chevalier Fonseca, avec la bataille que ce preux de Tyran livra au dogue, et les finesses de la demoiselle Plaisir de ma vie, avec les amours et les hypocrisies de la veuve Coite, et la dame impératrice enamourée d'Hippolyte, son écuyer.
Sans mentir, monsieur mon compère, pour le style, c'est le meilleur livre du monde. Là, les chevaliers mangent, ils dorment et ils meurent dans leur lit et ils font leur testament avant de mourir, avec toutes ces choses qui manquent à tous les autres livres de ce genre. Pour tout cela, je vous dis que celui qui l'a composé méritait, puisqu'il n'a pas commis délibérément tant de billevesées, qu'on le mette à gémir sous la presse pour le restant de ses jours. Emportez-le à la maison et lisez-le. Vous verrez que tout ce que je vous ai dit est vrai. D'accord. Mais que ferons-nous de ces petits livres qui restent? Ce ne sont probablement pas des livres de chevalerie, mais de poésie. Et en ouvrant un, il vit que c'était la Diane de Rolleray de Montemayor. Croyant que tous les autres étaient du même genre, il dit « Cela ne mérite pas d'être brûlé comme les autres, car ils ne causent ni ne causeront le mal que ceux de chevalerie ont fait. Ce sont des livres de divertissement, sans préjudice de tiers. » « Ah, monsieur, dit la nièce, s'il vous plaît, vous pouvez bien ordonner qu'on les brûle avec les autres, car il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'une fois guéri de la maladie chevaleresque, mon maître en les lisant attrape la lubie de se faire berger et d'aller par les champs et les bosquets chantant et touchant l'instrument et, pire, de devenir poète, car on dit que c'est une maladie incurable et contagieuse. » Cette demoiselle dit vrai, dit le curé, et il conviendra d'ôter de devant notre ami cette occasion, cette embûche. Et puisque nous commençons par la Diane de Montemayor, je suis d'avis qu'on ne la brûle pas, mais qu'on en retranche tout ce qui traite de la sage Félicia et de l'eau enchantée, et presque tous les vers majeurs, et bon vent à lui pour sa prose et pour l'honneur d'être le premier dans cette sorte de livre. Après, dit le barbier, il y a la Diane appelée seconde du Salmantin, et celui-ci qui porte aussi le même nom, dont l'auteur est Gilles Polo. Eh bien, que celle du Salmantin rejoigne et accroisse dans la basse-cour le nombre des condamnés, et qu'on garde celle de Gilles Polo, comme si elle était d'Apollon en personne. Avançons, monsieur mon compère, et hâtons-nous, car il se fait tard. Ce livre, dit le barbier en ouvrant un autre, est les 10 livres de la fortune d'amour, composés par Antonio de Lofraso, poète sarde. Par les ordres que j'ai reçus, depuis qu'Apollon est Apollon, les muses et les poètes, on n'a jamais composé un livre aussi drôle et extravagant que celui-ci. À sa façon, dans ce genre de livre, c'est le meilleur et le plus singulier qui soit venu à la lumière du monde, et celui qui ne l'a pas lu peut se dire qu'il n'a jamais rien lu de plaisant. Donnez ici, compère, je suis plus satisfait de l'avoir trouvé que d'avoir reçu une soutane en soie de Florence. Tout content, il le mit de côté et le barbier continua. Les suivants sont le berger d'Ibérie, les nymphes de Hénarès et les désillusions de la jalousie. Eh bien, il n'y a qu'à les livrer au bras séculier de la gouvernante, et qu'on ne me demande pas pourquoi, ce serait à n'en plus finir. Et voici le berger de Philida. Ce n'est pas un berger, mais un courtisan très avisé, qu'on le garde comme un bijou de prix. Ce grand que voilà s'intitule Trésor de diverses poésies. Moins nombreuses, on les apprécierait plus. Il faut émonder ce livre, et le nettoyer de quelques bassesses qu'il contient entre ses sommets. Qu'on le garde, parce que l'auteur est de mes amis, et par respect pour d'autres œuvres qu'il a écrites plus héroïques et plus élevées. Celui-ci, c'est le chansonnier de Lopez Maldonado. L'auteur de ce livre est aussi un grand ami. Dans sa bouche, ses vers émerveillent l'auditeur, et telle est la suavité de la voix qui les chante, qu'ils enchantent. Il est un peu long dans les églogues, mais jamais le bon ne fut de trop. Gardez-le, avec ceux qui ont été triés. Mais quel est le livre qui se trouve à côté de lui? La Galatée, de Miguel de Cervantes. Voilà de nombreuses années que ce Cervantes est un de mes grands amis, et je le sais plus versé en revers qu'en vers. Son livre ne manque pas de bonne invention. Il annonce quelque chose et ne conclut rien. Il faut attendre la seconde partie qu'il promet. Peut-être en s'amendant obtiendra-t-il la miséricorde que pour l'heure on lui refuse. Et en attendant de voir cela, détenez-le reclus dans votre chambre, monsieur mon ami. Je veux bien. En voici 3 qui arrivent à l'ensemble. L'Araucane de Don Alonso de Ercilla, l'Austriade de Juan Rufo et le Montserrat de Cristobal de Viruès, poète valencien. Ces 3 livres sont les meilleurs Ces 3 livres sont les meilleurs qu'on ait écrits en vers héroïques castillans, et ils peuvent se mesurer aux plus fameux d'Italie. Gardez-les comme les plus riches trésors de poésie qu'est l'Espagne. Le curé se lassa de voir encore des livres, et donc il voulut qu'on brûlât tous les autres en vrac. Mais le barbier en avait déjà ouvert un, qui s'appelait Les larmes d'Angélique. « C'est moi qui les aurais versées, dit le curé en entendant le titre, si j'avais ordonné de brûler ce livre, car son auteur fut un des plus fameux poètes non seulement de l'Espagne, mais du monde. Il traduisit avec beaucoup de bonheur certaines fables d'Ovide. » Et c'est la fin
du chapitre 6, les amis. Ce sera donc également la fin de la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause. Phew! Eh ben, ça a été sportif. On est à quasiment 1 heure de live, sachant que j'ai fait une intro de quoi, 15 minutes maximum. Donc je pense que pour les prochains lives, je ferai peut-être des parties de lecture un peu plus petites. Je rajouterai peut-être une pause dans le live. 2 pauses par live, ça va, c'est pas la mort non plus. Et puis ouais, je pense qu'on fera ça. Je pense qu'on fera ça. Par contre, pour le moment, ça continue d'être très très sympa. Ça me plaît beaucoup ce texte pour l'heure. Et du coup, bonsoir Zikael, bienvenue sur le live. Comment tu vas, cher ami? Moi, ça va plutôt bien, merci de le déninder. C'est incroyable à quel point vous êtes polis, les viewers, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir. Mais ouais, très très sympathique. Don Quichotte, toujours dans son délire, qui pense du coup régler le premier comment dire, larcin auquel il est confronté, et qui se laisse totalement avoir. En fait, ça montre vraiment à quel point il est dans son monde personnel et à quel point il est déconnecté de la réalité. Il n'arrive pas du tout à percevoir que le paysan est en détresse, enfin que le jeune qui travaille pour le paysan est en détresse. Et enfin ouais, c'est assez marrant. À tel point d'ailleurs que même quand le paysan lui explique tout, en fait il est tellement buté. En fait c'est ça, il est buté, il est complètement buté et complètement certain de devoir suivre ce qu'il a lu dans les bouquins. Ce qui fait que il n'y a même pas vraiment de discussion possible avec lui. Que ce soit le paysan qui fouettait qui fouettait le jeune qui travaillait pour lui, ou le jeune qui se plaignait du paysan, il y avait rien à faire. Voilà, et Cervantes était dans son délire. Il y a quelques mots clés qui vont pouvoir aller le chercher. Enfin, Cervantes, je dis. Pardon. Don Quichotte était dans son délire. Il y a quelques mots-clés qui vont pouvoir aller le chercher un petit peu, qui vont le faire réagir, même le faire réagir au quart de tour souvent. Mais sinon, c'est quand même... En fait, c'est presque... comment dire? On a l'impression que souvent ses opposants ou ses interlocuteurs essaient un petit peu de l'amadouer, essaient un petit peu de le caresser dans le sens du poil, en employant des termes qui vont lui faire plaisir volontairement, etc., etc. En vérité, ils y arrivent en partie, mais Don Quichotte est tellement buté, tellement comment on appelle ça? Enfin, en tout cas, tellement obsédé, en fait. Il est tellement dans son obsession des romans de chevalerie que vraiment, je crois qu'il n'y a rien qui peut il y a rien qui peut le convaincre, le persuader, le faire réfléchir davantage. Je pense qu'il est vraiment complètement dans son délire et qu'il le suivra coûte que coûte, peu importe les bons arguments qu'on peut lui apporter. Donc c'est un personnage haut en couleur et assez rigolo à suivre, qui semble très extravagant, très... ouais, haut en couleur, je pense que c'est le mieux, hein, que je puisse dire. Très grandiloquent, quoi, il a une espèce de splendeur candide comme ça, assez incroyable, et du coup une fureur, une rage, une violence qu'on a vu encore à l'œuvre dans les chapitres qu'on vient de lire. C'est assez marrant. C'est vraiment drôle, je trouve. Et à chaque fois, il finit dans des situations ridicules, dans des situations grotesques à cause de ça. D'ailleurs, là, tout le dernier chapitre qu'on vient de lire, limite, il n'y a pas sa présence. À la limite, on était uniquement sur les autres personnages, du curé, du barbier, de la gouvernante, de la nièce. Et c'était un chapitre un peu spécial, le chapitre 6 pour le coup. Chapitre sur toute la littérature chevaleresque, mais pas que pouvait avoir Don Quichotte dans sa bibliothèque. Et du coup, c'est cette espèce d'auto-da-fé annoncé. Ça a un côté assez triste et en même temps assez parlant de l'époque, hein, malheureusement. Ce côté, le curé, donc ce côté, la religion qui décide, ok, ce texte-là, il est bon pour les gens, ce texte-là, il est pas bon pour les gens.
Ce texte-là, on va juste le brûler, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas dedans. Ce texte-là, on va le censurer, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas, mais quand même, c'est bien écrit. Ce texte-là, il est écrit par un ami, alors quand même, on va le garder. Enfin voilà, toutes les magouilles, etc. sont montrées là-dedans. Et aussi, quand même, parmi tout ça, un commentaire intéressant sur le fait que le genre poétique ne sera jamais aussi bien restitué dans sa traduction que dans son original, et que c'est presque un sacrilège de traduire de la poésie. Ça, c'est une remarque intéressante, je trouve, pour le coup, qui est plus sujet à débat, quoi, alors que le reste, c'est clairement magouille et compagnie, quoi. Mais bon, ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, en effet, Mopito l'a relevé dans le chat. C'est hyper marrant aussi de voir Cervantes s'inclure lui-même avec son œuvre de la Galatée. Donc je sais pas si c'est une œuvre qu'il a vraiment publiée. Peut-être, certainement même. Mais ouais, en tout cas, Cervantes qui se fait grand ami du curé. Et puis qui se fait une autocritique, en effet, un petit peu. Et à la fois, qui promet une seconde partie. Donc d'ores et déjà, qui promet le tome 2 en fait. Je pense que c'est directement ça à quoi il fait référence. Donc ça c'est assez marrant je trouve, l'auteur qui arrive à s'inclure dans le récit de manière à peu près legit et ouais et à annoncer ah au fait il y aura un tome 2 les gars. c'est marrant je trouve. Surtout qu'on est assez tôt dans l'œuvre, hein. Donc je trouve ça drôle qu'ils mettent ça aussitôt dans l'œuvre. Qu'il ait déjà ce truc là de dire il y aura un tome 2. Donc ouais c'est assez marrant. C'est assez sympathique. J'ai bien kiffé ces petits chapitres-là, perso. Et puis enfin, dernière petite remarque que je m'étais fait. J'espère que vous arrivez à suivre parce que très souvent, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas d'exception. Quand on passe d'un chapitre à l'autre, la première phrase d'un chapitre fait directement référence à la phrase finale du chapitre précédent. Donc il y a vraiment un jeu. Enfin ouais, c'est ludique en fait. Il y a un jeu de Cervantes pour rattacher les wagons d'un chapitre à l'autre et essayer de faire une espèce de boucle comme ça, un truc qui tourne sur lui-même. Et du coup, voilà, ça crée du lien, ça crée de la structure, donc c'est pas mal. On se rappelle notamment, par exemple, avec le chapitre 2e, enfin, chapitre 2 et 3, qui commençaient tous les deux par « et donc ». Quand on commence par « et donc », c'est qu'on fait clairement référence à ce qu'il y avait avant. Ou bien le chapitre 4 de ce soir qui commençait par « il devait être celle », faisant référence à la bonne heure de la phrase finale du chapitre précédent. Et enfin, ici, chapitre 5 qui termine par « appeler son ami le barbier maître Nicolas avec qui il se rendit à la maison de Don Quichotte ». 3 petits points. Chapitre 6, 3 petits points. Qui dormait encore. Donc du coup, j'aime beaucoup cette manière de structurer les choses parce que ça rend les choses très faciles à suivre, comme dit Nanu dans le chat. Je trouve c'est une manière de structurer très parlante et ça va de concert avec ce dont j'avais déjà parlé la dernière fois, mais le fait que chaque chapitre est un titre, ce qui est vraiment, je trouve, Enfin, on en parlait la dernière fois, apparemment Stephen King par exemple le ferait. J'ai jamais lu de Stephen King, honte à moi, mais apparemment il le ferait. Et peut-être d'autres auteurs contemporains le font également. Mais c'est vrai que dans mon esprit, donner des titres au chapitre qui spoilent un petit peu le chapitre, où on dit dans ce chapitre il va se passer ceci. J'ai l'impression de beaucoup le retrouver dans des textes du Moyen-Âge, dans des textes un peu plus anciens, quoi. Mais moi j'aime bien. Je trouve que ça encadre le récit et ouais, ça permet de fixer les idées, etc. Je trouve ça assez pratique quelque part. Je sais pas si c'était par un souci. En vrai, c'est possible. Alors là, j'affabule totalement. Hein. Mais c'était vraiment pour un souci de compréhension, peut-être. Un petit peu comme les enluminures. Un petit peu comme les enluminures dans les textes qui représentaient des petits dessins en rapport au texte pour faire comprendre aux gens qui savaient pas lire ce qui se passait par les dessins. Si ça se trouve, c'est vraiment la même. Si ça se trouve, c'est vraiment la même logique appliquée au titre de chapitre du coup. Enfin ouais, c'est très très cool, très très agréable. J'aime beaucoup Don Quichotte pour le moment. Alors Zikael, qui a reçu visiblement
par mail son résumé, son récap Twitch de l'année 2020, comme j'en parlais tout à l'heure. T'es même pas dans mes 3 streamers que j'ai le plus regardé en 2020. Ah ouais, donc t'es un gros consommateur de Twitch, Zika. Parce que quand même, t'es là hyper souvent. Mais ton emote est la deuxième que j'ai le plus utilisée. Oh, alors ça, Zika, je suis touché. Oh, ça me fait trop plaisir, arrête, ça me fait rougir. En vrai, ça me fait trop plaisir, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça, c'est trop marrant. Du coup, je sais qu'il y a Zika, je sais qu'il y a Petit Poulpe Dissident, Jumpy aussi, je pense. Je sais que vous êtes plusieurs comme ça à utiliser mon emote énormément, et à l'avoir vu dans votre récap de Twitch 2020, c'est marrant. Je change le titre du live pour signifier le chapitre 7, du coup. C'est ça, hein. Je crois qu'il nous reste 7 et 8, hein. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien cela, oui, oui, oui. D'ailleurs, a priori, la deuxième partie de lecture de ce soir devrait être un chouïa plus courte. Parce que je crois que j'ai lu 22 pages et là qu'on va en lire à peu près 17-18, un truc comme ça. Sardoche 451 heures, Skyheart 406 heures, va falloir stream plus pour les rattraper. Ah, j'ai stream plus que 451 heures et 406 heures, hein, ça je suis sûr, ça. Attendez, bah, si vous voulez, je peux vous dire vite fait. On peut faire, voilà, on peut profiter de la pause pour faire ça, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Je vais vous lire mon récap. Je vais vous lire mon récap parce que... Mince. Allez, lire mes mails. Parce que dans mon récap, j'ai des choses aussi par rapport à mes propres lives. Je vais vous lire mon récap brièvement. Alors, j'ai regardé 1491 heures de stream. Putain, c'est scandaleux. Ah non, attendez. Ah non, c'est le nombre d'heures que les gens m'ont regardé sur Twitch, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le nombre d'heures que les gens m'ont regardé sur Twitch, 1491. Je suis pas sûr de moi. Bonsoir Vismo. Comment vas-tu? Et merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ta chaîne et tu m'as sauvé pour plusieurs livres, merci. Oh bah de rien, et puis je suis heureux d'avoir pu t'être utile. Merci de venir me faire ce retour, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Spectateur unique, 1276. Pouah, il y a 1276 personnes qui sont venues voir mes lives, c'est ouf. Enfin, personnes différentes, je veux dire. J'ai eu 96 nouveaux followers cette année. Stylé. Vous avez cumulé les viewers 5... Ouais, c'est énorme. 534 920 points de chaîne. Les particules de rêve sur ma chaîne, du coup. Avec l'utilisateur numéro 1 des points de chaîne, Jumpy, qui en a utilisé 12 430. Certainement sur les concepts de ça me rappelle une histoire, du coup. Putain, c'est ouf. Mes émoticônes les plus utilisés. La numéro 1, c'est bien entendu mon émoticône. Donc, écoutez, c'est mon émoticône, tout va bien, voilà, qu'a mis Zikael tout à l'heure. Apparemment, je m'aime, puisque je m'utilise beaucoup. En numéro 2, c'est tout simplement un grand sourire, la personne qui fait un grand sourire, enfin l'émote de base, quoi. Et après, le numéro 3, c'est Kappa, avec 296 fois. Pas mal, pas mal. Ah, j'avoue, j'ai pas stream autant que je ne le disais, Zikael, donc ouais, je pourrais stream davantage. Enfin, il faudrait que je stream davantage si je voulais que tu aies la possibilité de me regarder plus. Puisque, apparemment, cette année, j'ai streamé 393 heures. 393 heures, sachant que les catégories que j'ai le plus streamé sont en numéro 1 talk show et podcast avec 193 heures. Donc ça recoupe tous les lives de lecture. Je pense les lives de découverte de l'univers de League of Legends. Je crois que je les mets en talk show, ouais, il me semble. Et puis après 2-3 lives de ci, de là, quoi.
En numéro 2, Sea of Thieves avec 83 heures. D'ailleurs, j'en profite pour répéter que oui, je referai des lives sur Sea of Thieves. Mon PC ne le supportait plus. J'ai trouvé des solutions. Le jeu sera en moins bonne qualité, je dois vous avouer. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça. J'aime vraiment Sea of Thieves et je kiffe en plus faire des lives dessus, donc on va essayer de reprendre malgré tout. Si vraiment il s'avère que la qualité est dégueulasse, vous me le direz et puis tant pis, j'abandonnerai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien poursuivre. Et je me répète par rapport à l'intro de ce live, mais mon petit doigt m'a dit que... alors c'est des suspicions, hein, on n'est pas sûr à 100%, mais mon petit doigt m'aurait soufflé que la prochaine mise à jour de Sea of Thieves serait le 20 janvier. Et le 20 janvier c'est mercredi, donc en plus ça coïncide tout à fait. Donc il est très possible que mercredi je vous fasse une présentation de la mise à jour de Sea of Thieves comme à la bonne époque. Voilou. Et enfin numéro 3 des catégories les plus regardées, ça a été 20 heures sur Sherlock Holmes Crimes and Punishment. C'est vrai qu'on a fait cette série cette année. C'est ouf le nombre de trucs qu'on a fait. En faisant le bilan de l'année, j'ai vraiment halluciné. Je ne me rendais pas compte de tout ce qu'on avait fait. C'est vraiment hallucinant. Du coup, bah voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voilà. Sachez que si vous êtes utilisateur Twitch, normalement, vous allez recevoir un petit mail avec votre récap de l'année 2020. Honnêtement, tant que tes conneries avec Walkie sont de qualité, moi la qualité du live, je m'en fiche. Ah là là, ça fait plaisir, Nanu. Mopito, oui, c'est un jeu de pirate, Sea of Thieves. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Bien. J'ai parlé de la première partie de lecture. J'ai parlé du récap Twitch et de ce qui allait venir potentiellement la semaine prochaine. Je pense, chers amis, qu'on va pouvoir passer à la suite du programme. Je passerai regarder. Ah bah ça fait plaisir, Mopito. Je vous invite, hein, alors je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà et je vous en remercie parce que je trouve que c'est une preuve de sympathie énorme. Mais vraiment, je vous invite à être curieux, les amis, pas forcément uniquement sur ma chaîne, mais je vous invite à être curieux et ceux qui ont la curiosité de passer de Twitch à YouTube, de YouTube à Twitch, des lectures à d'autres de mes concepts, que ce soit l'improvisation, le gaming, la musique, j'en sais rien, le jeu de rôle, bref. En tout cas, je vous remercie vraiment parce que ça fait plaisir de voir des gens faire preuve d'ouverture d'esprit. On va pouvoir passer au chapitre 7 avec la seconde sortie de Don Quichotte, puisqu'on a déjà eu un chapitre relatant sa première sortie. Et encore une fois, ça enchaîne directement avec le chapitre précédent. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Nanu, bonne écoute Mopito, bonne écoute Zikael, bonne écoute Vismo si tu restes parmi nous. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 7. De la seconde sortie de notre bon chevalier, Don Quichotte de la Manche. C'est alors que Don Quichotte se mit à crier, disant « Ici, valeureux chevalier, c'est ici qu'il vous faut montrer la force de vos valeureux bras, car les courtisans emportent le meilleur du tournoi !» Comme il fallut accourir à ce bruit et vacarme, on ne poursuivit pas plus avant l'examen des autres livres qui restaient, et on pense qu'allèrent ainsi au feu sans être vus ni entendus, la Caroliade et Léon d'Espagne, avec l'effet de l'empereur composé par Don Luis de Avila, lesquels auraient certainement dû être avec ceux qui restaient, et peut-être que si le curé les avait vus, il n'aurait pas subi une si rigoureuse sentence. Ils trouvèrent Don Quichotte levé de son lit, et poursuivant ses cris et ses folies, frappant partout d'estos et de taille, aussi réveillé que s'il n'eût jamais dormi. Ils le ceinturèrent et le remirent au lit de force, et après qu'il se fut un peu reposé, il se remit à parler avec le curé et lui dit « Vraiment, seigneur archevêque Turpin, pour nous qui nous appelons les 12 pairs, c'est grand opprobre de laisser les chevaliers de la cour remporter sans autre forme de procès la victoire dans ce tournoi, alors que nous, les errants, avons gagné le prix les 3 jours précédents. Taisez-vous, monsieur mon ami, si Dieu le veut, la chance tourne, et ce qu'on perd aujourd'hui, on le gagne demain. Pour le moment, prenez soin de votre santé, car il me semble que vous devez être extrêmement fatigué, si tant est que vous n'êtes pas malement navré. Navré? Non.
mais moulu et brisé sans aucun doute. Car ce bâtard de Roland m'a moulu de coups avec le tronc d'un chêne, et tout part en vie, parce qu'il voit que je suis seul à m'opposer à ses vantardises. Mais je ne m'appellerai pas Renaud de Montauban s'il ne me le paie pas dès que je me lève de ce lit, en dépit de tous ses enchantements. Mais pour l'heure qu'on m'apporte de quoi me sustenter, c'est ce qui me sera le plus utile, et la vengeance restera à ma charge. » C'est ce qu'ils firent. Ils lui donnèrent à manger, et une nouvelle fois, il se retrouva endormi, et eux, ébahis de sa folie. Cette nuit, la gouvernante brûla et grilla tous les livres qu'il y avait dans la basse-cour et dans toute la maison, et sans doute en brûlèrent-ils qui méritaient de se garder en perpétuelles archives. Mais leur sort n'y consentit, ni la paresse de l'examinateur, et ainsi se vérifia sur eux le proverbe qui dit que parfois les justes paient pour les pécheurs. Un des remèdes que pour le moment le curé et le barbier trouvèrent au mal de leur ami fut de fermer et de murer la pièce des livres, afin qu'à son lever il ne les trouvât pas, peut-être qu'autant la cause l'effet cesserait. Qu'on lui dit qu'un enchanteur les avait emportés, et la chambre, et tout. C'est ce qu'on fit en toute hâte. 2 jours plus tard, Don Quichotte se leva, et la première chose qu'il fit, ce fut d'aller voir ses livres. Comme il ne trouvait pas la pièce, là où il l'avait laissée, il allait cherchant d'un côté et de l'autre, il arrivait là où la porte se trouvait d'habitude, il la tâtait de ses mains, il tournait ses regards, les retournait partout sans dire un mot. Au bout d'un moment, il demanda cependant à sa gouvernante de quel côté se trouvait la pièce des livres. Déjà bien avertie de ce qu'il fallait répondre, elle lui dit « Quelle pièce, ou pas pièce, cherchez-vous? Maintenant il n'y a plus de pièces ni de livres dans cette maison, parce que c'est le diable en personne qui a tout emporté. » « Ce n'était pas le diable, » répliqua la nièce, « mais un enchanteur, qui est venu une nuit sur un nuage, le soir du jour où vous êtes partis d'ici, et lorsqu'il a mis pied à terre en descendant du dragon qu'il chevauchait, il est entré dans la pièce, et je ne sais pas ce qu'il y a fait. Peu de temps après, il est sorti en volant par le toit, et il a laissé la maison pleine de fumée. Et lorsque nous voulons regarder ce qu'il a laissé derrière lui, nous ne voyons ni livre ni aucune pièce. La gouvernante et moi, nous avons seulement le souvenir très précis qu'au moment de partir de ce méchant vieux a dit à haute voix qu'en raison de son inimitié secrète à l'égard du propriétaire de ces livres et de cette pièce, il laissait dans cette maison le dommage qu'on verrait par la suite. Il dit aussi qu'il s'appelait le sorcier Barboton. « Il aura dit Freston, » dit Don Quichotte. « Je ne sais pas, » répondit la gouvernante, « s'il s'appelait Freston ou Friton. Je sais seulement que son nom finissait en ton. »« C'est bien ça. C'est un mage enchanteur, un grand ennemi. Il a une dent... » Pardon, je me trompe de personnage. « C'est bien ça. C'est un mage enchanteur, un grand ennemi. Il a une dent contre moi, parce qu'il sait par ses arts et savoir que je dois avec le temps aller me battre en combat singulier avec un chevalier qu'il favorise, et que moi, je dois vaincre sans qu'il puisse l'empêcher. Et voilà pourquoi il essaie de me causer tous les désagréments qu'il peut. Or, lui fais-je savoir qu'il pourra mal s'opposer ou parer à ce qui par le ciel a été ordonné. » »« Bien sûr, » dit la nièce, « mais qui vous met dans de telles bagarres? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester rampé chez soi au lieu d'aller par le monde chercher la lune, sans considérer que telle parte pour l'aine qui tondue s'en revienne? »« Oh, ma nièce, comme tu es loin du compte! Avant qu'on me tonde, j'aurai pelé, et coupé la barbe à tous ceux qui se seront imaginés me toucher la pointe d'un cheveu. » Les deux ne voulurent pas répliquer plus longtemps, car elles virent qu'en lui la colère s'enflammait. Le fait est donc qu'il resta 15 jours très tranquille à la maison, sans donner signe de vouloir renouveler ses premières folies. Pendant cette période, il eut de très plaisantes conversations avec ses 2 amis le curé et le barbier sur ce qu'il disait, que la chose la plus nécessaire au monde était les chevaliers errants, et qu'en lui ressusciterait la chevalerie errante. Tantôt le curé le contredisait, et tantôt il se montrait conciliant, car s'il n'usait de cet artifice, il n'y avait pas moyen de s'entendre avec lui. C'est au cours de ces jours-là que Don Quichotte se gagna un laboureur de son village, homme de bien, si tant est que ce titre puisse se donner à celui qui est pauvre, mais sans beaucoup de plomb dans la cervelle. En bref, il lui dit tant, l'incita tant, lui promit tant, que le pauvre paysan se résolut à partir avec lui et à lui servir d'écuyer. Don Quichotte lui disait entre autres choses de se préparer à venir avec lui de bon cœur, parce que s'il se trouvait, il pouvait lui arriver une aventure où en moins de 2 il gagna quelque île, et il y laissa comme gouverneur. Avec ces promesses et d'autres semblables, Sancho Panza, car ainsi s'appelait le laboureur, quitta sa femme, ses enfants, et s'engagea comme écuyer de son voisin. Don Quichotte s'occupa aussitôt de trouver de l'argent, et vendant ceci, gageant cela et perdant surtout, il réunit une somme raisonnable. Pour lui-même, il s'équipa d'une rondache qu'il demanda à un ami de lui prêter, et renforçant du mieux qu'il put son casque cassé, il prévint son écuyer Sancho du jour et de l'heure où il voulait se mettre en chemin, afin qu'il se pourvût de ce qui lui semblerait le plus nécessaire.
Il le chargea surtout d'emporter des besaces, et Sancho lui dit qu'il en emporterait, et qu'il pensait aussi emmener un très bon âne qu'il avait, parce qu'il n'était pas fait à aller longtemps à pied. Cette histoire d'âne arrêta Don Quichotte, qui se demanda s'il se souvenait de quelque chevalier errant qui emmena écuyer en âne chevauchant, mais jamais aucun ne revint à sa mémoire. Malgré tout, il décida cependant que Sancho l'emmènerait, résolu à le pourvoir d'une plus honorable monture lorsqu'il en aurait l'occasion, et qu'il prendrait le cheval du premier chevalier discourtois sur qui il tomberait. Il se pourvut de chemises, et autant que possible de tout ce que l'aubergiste lui avait conseillé. Une fois que tout cela fut fait et prêt, sans que Panza prît congé de ses enfants et de sa femme, ni Don Quichotte de sa gouvernante et de sa nièce, ils sortirent une nuit du village sans que personne les vît. Toute cette nuit-là, ils cheminèrent tant qu'au matin, ils furent assurés de ne pas être retrouvés même si on les cherchait. Sancho Panza allait sur son âne comme un patriarche, avec ses besaces, sa gourde, et une grande envie de se voir déjà gouverneur de l'île que son maître lui avait promise. Don Quichotte vint à prendre la même route qu'il avait prise lors de son premier voyage, c'est-à-dire par la plaine de Montiel, où il cheminait avec moins de peine que la dernière fois, parce que, à cette heure de la matinée, les rayons du soleil les frappaient de côté sans les fatiguer. Alors Sancho Panza dit à son maître : « Monsieur le chevalier errant, pensez à ne pas oublier ce que vous m'avez promis au sujet de l'île. Je saurai la gouverner, même si elle est grande. » À quoi Don Quichotte répondit : « Tu dois savoir, ami Sancho Panza, que ce fut coutume très suivie par les anciens chevaliers errants de faire leurs écuyers gouverneurs des îles ou royaumes qu'ils gagnaient, et je suis bien décidé à ce qu'un usage si obligé ne disparaisse point à cause de moi. Je pense au contraire gagner l'avantage sur ce point, car eux parfois, et peut-être presque toujours, attendaient que leurs écuyers soient vieux, et lorsqu'ils étaient fatigués de servir et de passer des jours mauvais et des nuits pires, ils leur donnaient quelques titres de comte, ou au moins de marquis de quelque vallée ou province d'une importance pas vraiment négligeable, mais presque. Mais si tu vis, et si je vis, il pourrait bien arriver qu'avant 6 jours, je gagne un de ces royaumes qui s'en subordonnent à d'autres, qui tomberont à pic pour que je te couronne roi de l'un d'eux. Et tu ne dois pas t'en étonner, car choses écloses arrivent à ce type de chevalier par des voies si jamais vues ni imaginées, que je pourrais facilement te donner encore plus que ce que je te promets. Dans ces conditions, si j'étais roi par un de ces miracles dont vous parlez, Juana Gutiérrez, tu t'entends bien ? Devrait au moins être reine, et mes enfants infins. Mais qui en doute ? Moi j'en doute, car je pense quant à moi que même si Dieu faisait pleuvoir des royaumes sur la terre, aucun ne tomberait d'aplomb sur la tête de Marie Gutiérrez. Sachez, monsieur, qu'elle ne vaut pas un clou pour être reine. Comtesse, ça lui irait mieux, et encore, à la grâce de Dieu. Sancho, remettons donc à Dieu qui lui donnera ce qui lui conviendra le mieux. Mais ne ravale ton courage jusqu'à te satisfaire de moi que de gouverneur. Je ne le ferai pas, monsieur, et surtout quand j'ai un maître de premier plan comme vous, qui saurait me donner tout ce qui m'ira et dont je pourrais me charger. Chapitre 8. Du bon succès qu'eut le valeureux Don Quichotte dans l'épouvantable et jamais imaginée aventure des moulins à vent, avec d'autres événements dignes d'heureuse mémoire. Alors ils aperçurent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a dans cette plaine, et dès qu'il les vit, Don Quichotte dit à son écuyer : « Le sort va guidant nos choses mieux que nous ne pourrions le désirer. En effet, regarde là-bas, ami Sancho Panza, 30 énormes géants se montrent, ou un peu plus, avec qui je veux me battre pour leur ôter à tous la vie. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, car cette bonne guerre et ces grandes œuvres pour le service de Dieu que d'ôter si mauvaises semences de dessus la face de la terre. » Quels géants ? Ceux que tu vois là-bas, avec leurs longs bras, car certains en ont quelquefois longs de presque 2 lieues. Monsieur, regardez, ce ne sont pas des géants qui apparaissent là-bas, mais des moulins à vent. Et les sortes de bras qu'il y a dessus, ce sont les ailes qui tournent sous le vent et font marcher la pierre du moulin. Il est clair que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants, et si tu as peur, écarte-toi de là, et mets-toi en oraison pendant la fière et inégale bataille où je vais entrer avec eux. Alors, je m'interromps 3 secondes, juste pour changer le pseudo qu'on voit à l'écran, parce que c'est pas un pseudo foufou. Donc voilà. Merci pour le follow, mais ton pseudo est un petit peu limite. Je reprends.
Et à ces mots, il éperonna... Pardon. Ah, et en plus tu t'abonnes. C'est un peu terrible en fait. Alors attendez les amis. En vrai, je te dis merci pour l'abonnement, je te dis merci pour le follow, et un grand merci, ça fait plaisir. Mais en même temps, ton, ton, ton pseudo est vraiment ultra limite, et je pense que ça passe pas des masses sur Twitch, mon ami, donc fais attention à toi. Et puis voilà, je vais reprendre la lecture. On est reparti. Et à ces mots, il éperonna son cheval Rocinante sans prêter attention à ce que lui criait son écuyer Sancho pour l'avertir. C'étaient des moulins à vent, et non des géants. Mais il était si entêté à croire que c'étaient des géants, qu'il n'entendait pas les cris de son écuyer ni ne s'apercevait, bien qu'il s'en trouvât déjà tout près, de ce qu'ils étaient. Au contraire, il allait vociférant. « Ne fuyez, couardes et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque !» Là-dessus, le vent se leva un peu, et les grandes ailes commencèrent à remuer. Voyant cela, Don Quichotte dit « Quand bien même remueriez-vous plus de bras que le géant Briaré, vous allez me le payer !» Et à ces mots, se recommandant de tout cœur à sa dame Dulcinée, lui demandant de le secourir en ce danger, bien couvert de sa rondache, la lance bien au focre, il chargea au grand galop de Rocinante et fonça sur le premier moulin qui se présentait devant lui. Il frappait de sa lance l'aile quand le vent la fit tourner si violemment qu'elle mit la lance en morceaux, et emporta le cheval et le cavalier, qui alla rouler bien mal en point dans le champ. Au grand trot de son âme, Sancho Panza courut à son secours, et lorsqu'il arriva, il vit qu'il ne pouvait se bouger. Si grand avait été le choc avec Rocinante. « Que Dieu m'aide, dit Sancho. Est-ce que je ne vous ai pas dit de bien regarder ce que vous faisiez? Que ce n'était que des moulins à vent, et que, pour l'ignorer, il fallait avoir les mêmes dans la tête? Tais-toi, ami Sancho. Vois-tu, plus que d'autres, les choses de la guerre sont sujettes à continuelle inconstance. D'ailleurs, je me dis, et telle est la vérité, que ce sage Freston qui m'a volé la pièce avec les livres a changé ces géants en moulins pour m'ôter la gloire de les avoir vaincus, tant ils me portent d'inimitié. Mais à la fin des fins, ces arts maléfiques pourront bien peu contre la valeur de mon épée. Dieu en fasse ce qu'il peut. Et il l'aida à se relever et le remit sur Rocinante, qui avait l'épaule à moitié démise. Tout en parlant de l'aventure passée, ils suivirent le chemin de Puerto Lapis, parce que là-bas, disait Don Quichotte, il était impossible de ne pas rencontrer des aventures nombreuses et variées, car c'est un lieu très passant. Il était cependant très ennuyé d'avoir perdu sa lance, et il le dit à son écuyer. Je me souviens d'avoir lu qu'un chevalier espagnol appelé Diego Pérez de Vargas, qui avait eu son épée brisée en un combat, arracha d'un chêne vert une grosse branche, ou une souche, et avec, il fit de telles choses en ce jour et pilonna tant de morts que le surnom de Machuca lui est resté, et que lui comme ses descendants s'appelèrent à partir de ce jour Vargas y Machuca. Je t'ai dit ça parce que, au premier chêne vert ou chêne que je rencontre, je veux arracher moi aussi une souche comme lui, et aussi bonne, et avec, je m'imagine et je pense, que je ferai de tels exploits que tu te tiendras pour fortuné d'avoir mérité de venir les voir, et d'être témoin de choses qui pourront à peine être crues. À la grâce de Dieu, dit Sancho. Je crois tout comme vous le dites, mais redressez-vous un peu. On dirait que vous allez tout pencher. C'est sans doute la courbature de la chute. C'est vrai, et si je ne me plains pas de la douleur, c'est qu'il n'est donné à aucun chevalier errant de se plaindre de quelque blessure, même si les tripes lui sortent par là. S'il en est ainsi, je n'ai rien à répliquer, mais Dieu sait si je me réjouirais que vous vous plaigniez lorsque vous avez mal quelque part. Pour moi, je peux le dire, il faut que je me plaigne de la plus petite douleur que j'ai, puisqu'il est établi que le fait de ne pas se plaindre ne s'entend pas aussi pour les écuyers des chevaliers errants. Don Quichotte ne put se retenir de rire de la simplicité de son écuyer, et il lui expliqua donc qu'il pouvait parfaitement se plaindre, comme et quand il le voudrait, de bon ou de mauvais gré, car à ce jour il n'avait rien lu qui s'y opposât dans la loi de chevalerie. Sancho lui fit remarquer que c'était l'heure de manger. Son maître répondit que pour le moment il n'en ressentait pas le besoin, qu'il mangeât, lui, quand il voudrait. Avec cette autorisation, Sancho s'installa du mieux qu'il put sur son âne, et tirant des besaces ce qu'il y avait mis, il allait cheminant et mangeant derrière son maître, très confortablement, et de temps à autre il levait sa gourde avec tant de plaisir que le plus raffiné gargotier de Malaga aurait pu l'envier. Et du moment qu'il allait ainsi multipliant les gorgées, il ne se souvenait d'aucune promesse que son maître lui eût faite, et ne considérait pas du tout comme une épreuve, mais comme de tout repos, d'aller à la recherche des aventures, si dangereuses soient-elles. Enfin, ils passèrent cette nuit sous quelques arbres.
Don Quichotte arracha à l'un d'entre eux une branche sèche qui pouvait à peu près lui tenir lieu de lance, et il y plaça le fer qu'il avait ôté à celle qui s'était brisée. Il ne dormit pas de toute cette nuit, pensant à sa dame Dulcinée pour se conformer à ce qu'il avait lu dans ses livres. Lorsque les chevaliers passaient de nombreuses nuits sans dormir dans les bois et les lieux solitaires, se délassant au souvenir de leur dame. Sancho ne la passa pas de la même façon, car comme il avait l'estomac plein et d'autre chose pourtant que d'eau de chicorée, il la courut d'un seul somme, et si son maître ne l'eût appelé, les rayons du soleil qui donnaient sur son visage n'eussent suffi à le réveiller, ni le chant des oiseaux, qui en grand nombre et en grande joie saluaient la venue de la nouvelle journée. En se levant, il tâta de son outre, et la trouvant un peu plus flasque que la nuit précédente, son cœur s'en affligea, car il lui parut qu'il ne prenait pas le chemin de remédier de sitôt à ce manque. Don Quichotte ne voulut pas déjeuner, ainsi qu'on l'a dit, il préféra se sustenter de souvenirs savoureux. Ils reprirent leur route vers Puerto Lapis, qu'ils découvrirent vers les 3 heures de l'après-midi. À cette vue, Don Quichotte dit « Ici, mon cher Sancho Panza, nous pouvons mettre les mains jusqu'au coude dans ce qu'on appelle les aventures. Mais même si tu me vois dans les plus grands périls du monde, prends garde à ne pas mettre la main à ton épée pour me défendre, sauf si tu vois que ceux qui m'attaquent sont de la canaille, des gens de bas étage. Dans ce cas, tu peux parfaitement m'aider. Mais quand il s'agit de chevalier, il ne t'est en aucune façon permis ni concédé par les lois de chevalerie de m'aider, avant que tu n'aies été armé chevalier. C'est sûr, monsieur, vous serez sur ce point très bien obéi, d'autant plus que, personnellement, je suis pacifique, et que je n'aime pas me mettre en querelles et en bagarres. Il est bien vrai que s'il s'agit de défendre ma personne, je ne tiendrai pas beaucoup compte de ces lois, car les humaines et les divines permettent à chacun de se défendre contre qui voudrait lui porter tort. Je n'en dis pas moins, mais sur le point de m'aider contre des chevaliers, tu dois réfréner les transports impérieux de ta nature. Je déclare que je ferai ainsi, et j'observerai ce précepte aussi bien que le jour du dimanche. Ils discutaient ainsi quand apparurent sur le chemin 2 moines de l'ordre de Saint-Benoît, montés sur 2 dromadaires, car les mules sur lesquelles ils allaient n'étaient pas plus petites. Ils portaient leurs lunettes de voyage et leurs ombrelles. Derrière eux venait un carrosse accompagné de 4 ou 5 cavaliers et de 2 valets de mules à pied. Comme on le sut par la suite, il y avait dans le carrosse une dame de Biscaye qui allait à Séville rejoindre son mari, qui partait aux Indes pour une charge très honorable. Les moines ne l'accompagnaient pas, même s'ils suivaient la même route. Mais dès qu'il les eut vus, Don Quichotte dit à son écuyer « Ou je m'abuse, ou il va s'agir de la plus fameuse aventure qu'on ait vue, car ces noires silhouettes qu'on voit là-bas sont probablement, et sont sans aucun doute, des enchanteurs qui emmènent dans ce carrosse quelques princesses qu'ils ont enlevées. Et il est nécessaire de faire tout mon possible pour redresser ce tort. » Ça, ce sera pire que les moulins à vent. Attention, monsieur, ce sont des moines de Saint-Benoît, et le carrosse doit être à des gens en voyage. Attention, je dis de faire attention à ce que vous faites, que le diable ne vous trompe pas. Je t'ai déjà dit, Sancho, que tu n'en sais pas long en matière d'aventure. Ce que je te dis est vrai, et tu vas le voir tout de suite. Et à ces mots, il s'avança, se mit au milieu du chemin par où les moines venaient, et lorsqu'ils lui semblèrent assez près pour pouvoir entendre ses paroles, il leur dit d'une voix forte. « Race diabolique et monstrueuse, laissez sur le champ les hautes princesses que vous emmenez contre leur gré dans ce carrosse. Sinon, préparez-vous à recevoir une prompte mort en juste châtiment de vos mâles œuvres. » Les moines tirèrent la bride et restèrent stupéfaits de l'apparence de Don Quichotte, aussi bien que de ses propos, auxquels ils répondirent « Monsieur le chevalier, nous ne sommes pas diaboliques ni monstrueux, nous sommes de religieux de Saint-Benoît en voyage, et nous ne savons pas si dans ce carrosse des princesses se trouvent ou non contre leur gré. » « Pas de douces paroles avec moi, je vous connais déjà, déloyale canaille !» Et sans attendre d'autres réponses, il piqua Rocinante, et la lance en arrêt, attaqua le premier moine avec tant de furie et d'intrépidité que si le frère ne se fût laissé tomber de sa mule, lui l'eût fait aller au sol de mauvais gré et même malement navré, à moins qu'il ne fût tombé mort. Le second religieux, qui vit comment on traitait son compagnon, donna des talons sur le château de sa bonne mule, et partit au trot dans la campagne, plus rapide que le vent. Voyant le moine au sol, Sancho Panza descendit légèrement de son âne, se jeta sur lui et se mit à lui enlever ses habits. Alors arrivèrent 2 serviteurs des moines, qui lui demandèrent pourquoi il le déshabillait. Il leur répondit que cela lui revenait légitimement, en tant que dépouille de la bataille que son maître Don Quichotte avait gagnée. Mais ils n'entendaient pas la plaisanterie, ne comprenaient rien à cette histoire de dépouille et de bataille, et virent que Don Quichotte s'était à présent éloigné de là et parlait avec les personnes du carrosse. Ils se jetèrent sur Sancho, le mirent au sol, et sans lui laisser poil en barbe, le rouèrent de coups, et le laissèrent étendu sans haleine ni sentiment. Sans perdre un instant,
Le moine se remit en selle, tout tremblant, tout effrayé, le visage tout pâle, et dès qu'il se vit à cheval, il piqua vers son compagnon qui l'attendait à bonne distance de là pour voir l'issue de ce tumulte. Et sans vouloir attendre la fin des événements qui se déroulaient, ils poursuivirent leur route, faisant plus de signes de croix que s'ils avaient eu le diable dans leur dos. Comme on l'a dit, Don Quichotte était en train de parler avec la dame du carrosse. Il lui disait « Votre grâce, madame, peut faire de sa personne ce qui lui agréera, car voici que la superbe de vos ravisseurs gît au sol, renversée par la force de mon bras. Et pour vous épargner la peine de chercher le nom de votre libérateur, sachez que je m'appelle Don Quichotte de la Manche, chevalier errant et d'aventure, captif de la non-pareille et belle dame Dulcinée du Toboso. Et en paiement du bienfait que vous avez reçu de moi, je ne demande rien, sinon que vous retourniez au Toboso, que vous vous présentiez de ma part devant cette dame, et lui disiez ce que j'ai fait pour votre liberté. » Tout ce que disait Don Quichotte, un écuyer de la suite du carrosse l'écoutait. C'était un Biscayen, et voyant qu'il ne voulait pas laisser le carrosse avancer, mais disait qu'il fallait faire aussitôt demi-tour vers le Toboso, il alla jusqu'à Don Quichotte, le prit par la lance, et lui dit à peu près en mauvais castillan et dans un Biscayen pire « Allez, chevalier, que ça ira mal pour toi par le Dieu qu'a fait moi que si tu laisses pas carrosse. Je te tue en temps vrai que j'en suis Biscayen ici. » Don Quichotte le comprit très bien, et lui répondit très calmement « Si tu étais le chevalier que tu n'es pas, j'aurais déjà châtié ton audace et ton arrogance, misérable créature. » À quoi le Biscayen répliqua « Moi, pas chevalier? Jure Dieu tu mens comme chrétien. Silence tu jettes et épée tu sors, tout de suite tu vois comme je me nonchale à l'eau. Biscayen sur terre, hidalgo sur mer, hidalgo au diable, et tu mens? Et t'as chose autre à dire? » Vous le verrez sur l'heure, dit Agraguès. Et jetant sa lance au sol, Don Quichotte tira son épée, embrassa sa rondache, et se jeta sur le Biscayen, résolu à lui ôter la vie. Le Biscayen, qui le vit venir ainsi, aurait voulu descendre de sa monture, une de ces mauvaises mules de location à laquelle on ne pouvait se fier, mais il ne put faire autre chose que tirer son épée. Cependant, il eut la chance de se trouver à côté du carrosse, où il put prendre un coussin qui lui servit d'écu. Alors ils allèrent à la rencontre l'un de l'autre comme deux ennemis mortels. Le reste de la troupe eût voulu les apaiser, mais ne le put, car le Biscayen disait en discours mal tissu que si on ne le laissait pas finir son combat, il allait tuer lui-même sa patronne, et tous ceux qui voudraient l'empêcher. La dame du carrosse s'ébahit, effrayée de ce qu'elle voyait, fit signe au cocher de s'écarter un peu de là, et de loin elle se mit à regarder le farouche engagement au cours duquel le Biscayen frappa un si grand coup de taille sur l'épaule, au-dessus de la rondache, qu'à le donner sans défense, il l'eût fendu jusqu'à la ceinture. Sentant le poids de ce coup prodigieux, Don Quichotte poussa un grand cri. « Ô Dulcinée, maîtresse de mon âme, fleur de la beauté, secourez votre chevalier, lequel pour satisfaire à la vôtre grande beauté, en tel pas rigoureux se trouve. » Dire ces mots, préparer l'épée, bien se couvrir de sa rondache et charger le Biscayen se fit en un instant, déterminé qu'il était à tout risquer sur un seul coup. Le voyant ainsi venir intrépidement sur lui, le Biscayen comprit bien sa résolution, et décida de faire la même chose que lui. Aussi l'attendit-il bien couvert de son coussin, sans pouvoir tourner sa mule d'un côté ou de l'autre. Déjà tout épuisée, et peu faite à de tels enfantillages, elle ne pouvait faire un pas. Ainsi donc, Don Quichotte venait l'épée haute sur le prudent Biscayen, décidé à l'ouvrir par le milieu. Et le Biscayen l'attendait de même, l'épée levée, couvert de son coussin, et tous les assistants effrayés étaient suspendus à ce qu'allaient produire ces grands coups dont ils se menaçaient, et la dame du carrosse et toutes ses servantes faisaient 1000 vœux et promesses à toutes les images et lieux de dévotion d'Espagne, pour que Dieu délivrât leur écuyer et elle-même de ce grand péril où elle se trouvait. Mais ce qui ne va pas, dans toute cette affaire, c'est qu'à ce moment, en cet instant, l'auteur de cette histoire laisse cette bataille en suspens, s'excusant par le fait que sur ces exploits de Don Quichotte, il a rapporté tout ce qu'il a pu lire. Il est bien vrai que le second auteur de cette œuvre n'a pas voulu croire qu'une si curieuse histoire fût abandonnée aux lois de l'oubli, ni que les bons esprits de la Manche eussent été assez négligents pour ne pas garder en leurs archives ou leurs écritoires quelques feuillets qui traitassent de ce fameux chevalier. Et dans cette imagination, il ne désespéra donc pas de trouver la fin de cette reposante histoire, fin que, le ciel lui étant favorable, il trouva de la façon qu'on racontera dans la deuxième partie. Et c'est la fin du chapitre 8, et donc la fin de la première partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Nous passons à l'outro, c'est terminé pour ce soir.
Et donc, événement un peu particulier qui s'est passé pendant la lecture. Alors, est-ce que tu es toujours parmi nous, Kay? Je vais t'appeler Kay. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, mec, je suis désolé, mec ou meuf, je sais pas. Mais je suis désolé parce que en plus t'as l'air d'être sympa dans le chat et tout. Et en plus tu m'as offert un abonnement, ce qui est, voilà, ce qui est énorme, donc merci beaucoup. Mais je suis désolé Kay, en fait, ton pseudo, dès que je l'ai lu, je me suis dit, ok c'est un troll. Parce que ça ressemble à un pseudo de troll, sans vouloir te vexer. Et en fait, je me suis dit, tu sais, il y a beaucoup de mecs qui créent des comptes Twitch avec des pseudos limites exprès, pour que le streamer lise le pseudo et dise des choses horribles. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, pour ne pas en citer un, il y avait un mec une fois qui avait mis Vivi et plus loin ce qu'il fallait pour terminer le nom d'un personnage funeste, on va dire. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai eu comme réflexe direct de me dire que t'étais un troll. Du coup, je suis désolé, Kay. Ce que je vais faire, c'est que c'est un pseudo que j'utilise depuis des années, c'est pour ça. En vrai, je peux comprendre que cela peut poser souci, pas de souci, et t'inquiète. Bah, merci de ta compréhension, Kay. Et du coup, je m'excuse si j'ai pu paraître un peu véhément ou quoi que ce soit. Moi, pour me dédouaner de toute chose, je vais pas afficher ton pseudo sous ma vidéo. Mais du coup, bah, je te remercie du follow et je te remercie du sub et je te remercie de la sympathie que tu as l'air de, dont tu as l'air de faire preuve dans le chat. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup, Kay. Et d'ailleurs, Kay qui sub. Alors, je suis curieux du coup, parce que pour sub après aussi peu de temps, est-ce que ça fait longtemps que tu me connais ou est-ce que tu me connais peut-être de ma chaîne YouTube auparavant? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, n'hésite pas à dialoguer avec nous, il n'y a pas de souci du coup. Et du coup, c'est incroyable comment le combat a été interrompu et cette excuse de l'auteur. Exactement. Si les moulins sont des géants, bientôt les oiseaux seront des dragons menaçants. Ah ouais, c'est comme dans les visiteurs, c'est dans les visiteurs je crois, où la voiture est prise pour un dragon. Il me semble. Hein. Mais ouais, du coup, ouais, très intéressant. Et là, pour le coup, dans les chapitres que je viens de vous lire, on a eu, je pense, the épisode, vraiment l'histoire consacrée, l'événement consacré de Don Quichotte, je pense. Le truc le plus parlant dont on entend parler partout. À savoir la bataille contre les moulins à vent. De toute façon, vous le voyez, ça fait même la couverture. Et en fait, je me rappelle m'être déjà fait cette réflexion la première fois où j'ai lu Don Quichotte, puisque je rappelle que le tome 1, je l'ai déjà lu il y a de cela quelques années. Et en fait, il y a un truc trop bizarre, c'est que, et je me refais la réflexion maintenant, l'épisode des moulins à vent, alors certes, c'est quasiment sa première aventure, et encore, quoique, il y a déjà eu quelques petites choses, quoi. Mais vraiment, ça dure 3-4 pages, grand max, grand max. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est cet épisode des Moulins à Vent qui est resté cultissime dans le mythe de Don Quichotte. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Alors c'est un passage sympathique et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je comprends pas pourquoi spécifiquement ce passage-là est devenu cultissime. En tout cas, c'était marrant de le lire du coup parce que voilà, c'est iconique. Mais ouais, le reste était tout aussi sympathique. Moi, je continue à bien kiffer et à bien me régaler là-dessus. On a enfin le recrutement de l'écuyer de Sancho Panza. Il y a eu vraiment une galerie de personnages assez grande déjà jusqu'à présent, mais pas des personnages trop récurrents à part Don Quichotte lui-même, et du coup Sancho Panza a priori va le devenir. Mais c'est vrai que j'ai du mal du coup à faire des voix qui collent aux personnages à chaque fois parce qu'on change beaucoup de personnages. Donc j'espère malgré tout que vous arrivez à vous y retrouver dans les dialogues, les amis.
J'essaie quand même de faire une voix toujours similaire pour le narrateur, pour Don Quichotte et pour Sancho Panza. Mais ouais, en vrai, j'ai rien de spécifique à dire sur les passages qu'on vient de lire, c'était juste qu'ils étaient très sympathiques et qu'ils étaient dans la continuité de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et ouais, bah cette fin, encore une fois, un petit peu abrupte, un petit peu spéciale, où on sent encore une fois le côté malin, le côté... et par malin, je veux dire... comment appeler ça? Il y a un substantif qui irait bien, enfin un qualificatif plutôt. Vous savez, ce côté un peu espiègle, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire que c'est de l'espièglerie de la part de Cervantes. Mais en tout cas, ce côté ouais, ludique, malin, où il va s'amuser de jouer avec les codes, etc. Il va s'amuser du coup là de nous dire oh mais en fait cette histoire a été rapportée par un premier auteur et puis il y a eu un second auteur et puis bah, la fin de cette histoire elle n'est pas reportée donc l'action s'arrête d'un seul coup mais l'action devait être tellement impactante que forcément il y a une fin quelque part et puis vous saurez dans la deuxième partie en fait donc c'est très bizarre mais en même temps c'est très drôle je trouve comme découpage et structure ça crée un jeu bizarre. Euh, et bah, du coup, je suis curieux d'entamer la deuxième partie. Ça sera mardi à 21h. Puisque je me demande comment il va enchaîner du coup avec la deuxième partie. Est-ce qu'il y aura une ellipse temporelle, etc. etc. Je vais pas me spoiler, je vais pas regarder la page. Mais ouais, très curieux de voir comment ça va se poursuivre. Puisque, a priori, maintenant, ça y est, Don Quichotte et Sancho Panza sont sur les routes pour officier en tant que chevalier et écuyer. Donc on va vraiment suivre leurs aventures et leurs pérégrinations. En vrai, c'est pour ça que cet épisode est si connu, car avec Don Quichotte, Cervantes a créé un tournant dans la littérature en s'adressant déjà directement au lecteur. Ah, s'adresser au lecteur, je pense que c'était quelque chose de relativement commun déjà à cette époque en vérité. Euh, je pense, hein. Parce que j'ai des souvenirs d'autres textes où c'est pas mal le cas. Je dirais même que dans les textes anciens, c'était peut-être plus présent que maintenant. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, là, je parle vraiment uniquement avec ma culture à moi, alors peut-être que je me trompe, hein, bien entendu. D'ailleurs, je vois qu'il y avait Dimal qui avait rejoint aussi tout à l'heure. Bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Bonne année à tous ceux que j'ai pas encore vus, hein, je répète, mais bonne année Kai du coup, ou Kay, je sais pas comment dire du coup. Bonne année à tous ceux que j'ai pas encore vus. Euh, alors, j'avais déjà regardé une vidéo avec ma petite sœur, j'ai adoré ce moment, j'avais vraiment bien aimé. Ah bah merci pour tous les compliments, merci pour tous les compliments Kay, ça me... Ouais, je vais t'appeler Kay, parce que du coup ça me fait penser au jeu vidéo Legend of Kay. C'était un jeu sur PlayStation 2 je crois, où le héros c'était un chat samouraï. Bref, du coup tu seras bon chat samouraï dans ma tête. Merci Legend of Kay. Tout cela me fait penser au sacré Graal des Monty Python, pas vous. Ah, j'avoue, Mopito, on pourrait y voir une inspiration, très certainement. Mais de toute manière, j'en parlais lors du live précédent. Je pense que Don Quichotte a marqué euh, extrêmement puissamment, extrêmement fortement l'imaginaire collectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de fantaisie qui sont récupérés de Don Quichotte et qui sont retrouvés, en tout cas de mécanismes qui sont mimés dans beaucoup d'autres œuvres par la suite, que ce soit cinématographique, comme je le disais avec Les Visiteurs et le Dragon, on pourrait y voir aussi une inspiration. Voilà, je pense que clairement c'est une œuvre fondamentale entre guillemets de la de l'imaginaire collectif humain. Mais ouais, très très sympa. Très très sympa. La prochaine fois, du coup, je lis la deuxième partie. Je regarde vite def. Deuxième partie, elle dure combien de temps? Elle dure 50 pages à peu près. 52 pages a priori. Et là, je vous ai lu combien? Je vous ai lu 40 pages, je crois. 40 pages en 1h50 en gros. C'est ça, hein. Je vérifie, attendez. Ouais, c'est ça. Je vous ai lu environ 40 pages.
Donc 50 pages, ça devrait me prendre un peu plus de 2 heures. Bah, je pense que je vous lirai l'intégralité de la deuxième partie du coup. Je pense que je vous lirai l'intégralité de la deuxième partie mardi à 21h. Et puis je ferai plus de pauses dans ma lecture. Parce que sinon, je vais me casser la voix. Et vous savez, il faut ménager sa monture. Donc voilà, je vais essayer de garder une voix... comment on dit, fonctionnelle tout simplement le plus longtemps possible. Et donc ça sera très bien. Je vais m'arrêter là sur le live d'aujourd'hui, sinon je sens que je vais commencer à tourner en rond et à me répéter sans arrêt comme j'aime à le faire souvent. Bah ouais, je trouve ça assez étonnant que ce soit le combat contre les moulins qui soit autant retenu. Après, c'est clair que c'est un exemple fracassant d'à quel point Don Quichotte est en quête d'aventure et à quel point il fonce tête baissée, etc. C'est sûr que là, il n'y a pas d'exemple plus parlant pour le coup. Je pense aussi que voilà, ça a dû être une fantaisie qui, à une époque... Je vais dire, comment je vais dire ça? Je pense qu'aujourd'hui, on est... Ça serait un truc très intéressant à voir, mais faudrait être historien de la littérature, je sais même pas si ça existe, pour vraiment tirer ce genre de conclusion. Mais je pense que le lecteur d'aujourd'hui ou le spectateur d'aujourd'hui globalement, le spectateur d'art, j'ai envie de dire, est beaucoup plus connaisseur, beaucoup plus expert des ficelles de chaque art déjà, est beaucoup plus familier de genres un petit peu obscurs ou plus obscurs, genre l'absurde, etc., genre la parodie, la satire, tout ça. Ce qui fait que je pense qu'à une époque aussi, et c'est pour ça peut-être que ça a eu une résonance sur autant de siècles en fait, je pense qu'aussi à une autre époque, ça a dû avoir une toute autre résonance et que ça a dû être beaucoup plus singulier. Je pense qu'à l'époque, ça devait être vraiment fandard, entre guillemets. Ça devrait déjà que là, je trouve qu'à notre époque, ça reste vraiment sympa à lire et qu'on sent l'humour. Je pense qu'à l'époque où c'est sorti, ça devait être peut-être... Encore une fois, ce sont des théories, hein, je dis n'importe quoi là peut-être. Mais je pense que peut-être c'était incroyable, c'était inédit, c'était très singulier, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a marqué autant. Je sais pas trop. Il y a tout un tas de possibilités. Mais je trouve ça très intéressant de lier histoire et littérature et de se demander à quel point ce sont les œuvres qui ont influé les êtres humains ou à quel point ce sont les êtres humains qui ont influencé les œuvres et ainsi de suite. Enfin bref, il y a tout un tas de choses hyper intéressantes à voir là-dessus. Et puis aussi sur le rapport public-artiste et sur le rapport de comment sont pris les œuvres en fait, comment sont reçues les œuvres. Enfin, il y aurait tout un tas de choses intéressantes là-dessus quoi. D'un point de vue psychanalytique, cet épisode est intéressant, il a beaucoup été analysé. Ça fait anti-héros et très parodique des romans chevaleresques. Ah, ok. Intéressant sur le côté très analysé psychanalytiquement. Je savais pas du tout. Mais ouais, et ça me fait penser aussi, je vous l'avais dit lors du premier live, mais également, il est considéré comme le premier roman moderne. Ça, c'est bien écrit partout sur Internet, en gros en italique, en gras, ce que vous voulez. Donc ouais, je sais pas quand est-ce que lui a été prêtée cette appellation de premier roman moderne, mais c'est quand même que il a dû vraiment marquer son temps et ajouter sa pierre à l'édifice de la littérature, quoi. Je pense que ça a été très très fort, ça a été un grand engrenage, si je puis dire, dans la littérature, dans l'histoire de la littérature. On peut le lire du côté de la folie, etc. Ah bah oui, ouais, ça clairement. Mais ça, en fait, l'absurde, etc. est hyper intéressant en cela que... Alors là, je parle plus largement, je parle pas forcément de Cervantes, mais... L'absurde est intéressant, la folie, enfin, la folie, l'absurde, etc. C'est des sujets hyper intéressants. Quelque part, je pense qu'on pourrait en dire la même chose que le fantastique, à mes yeux, hein. C'est que pour moi, les œuvres fantastiques qui me plaisent, ce sont des œuvres fantastiques qui, en creux, sans avoir l'air d'en dire, en disent beaucoup sur le monde réel.
Et moi je trouve que c'est les œuvres fantastiques les plus réussies, quand en fait ça parle du monde réel et de nous, et que mais pourtant qu'on est plongé dans un monde tout à fait différent. Et l'absurde, la folie, je trouve, donne la possibilité d'avoir ce biais-là aussi, d'avoir une vision de notre réel en étant pourtant dans un univers complètement décalé. En fait, ouais, prendre une grille de lecture décalée, quoi. Et je trouve ça trop intéressant. Enfin bref, sur ces bonnes paroles, chers amis, je ne vais pas tergiverser davantage. On a encore, vous le voyez, beaucoup d'heures de lecture sur Don Quichotte. Le prochain live sur Don Quichotte, ça sera mardi à 21h, où je vous lirai la deuxième partie dans son intégralité. S'il vous plaît, les amis, arrêtez de dire dans son entièreté, ça n'existe pas comme mot entièreté. Ou bien, à la limite, les Belges l'utilisent, et ça, je leur en veux pas, voilà, c'est leur langue, ils font ce qu'ils veulent. Mais, s'il vous plaît, dites intégralité, pas entièreté. Ça m'arrache les oreilles. Non, en vrai, j'en ai rien à foutre, et moi-même, je disais entièreté. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que je sais ça, je fais attention à dire intégralité. Bref. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour mardi. Sinon, lundi, comme d'habitude, Facebook, Discord, Twitter, je vous donne le programme à peu près des lives prévus pour la semaine à venir. Sachant que d'autres lives pourront s'ajouter, hein, vous l'avez compris. Des lives chaotiques. Et puis sinon, bah, sur la rediffusion YouTube, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. Je vous invite également à commenter, à vous abonner. On va pouvoir se dire au revoir, on va pouvoir se donner rendez-vous dimanche à 15h pour le dernier live de la semaine avec un live de découverte de l'univers de League of Legends et une nouvelle dédiée aux champions Z et Jhin. Et puis sinon, bah comme je vous le disais plus tôt dans le live, la veillée de dimanche de 21h à minuit sur mon Discord, je ne pourrai pas être là, en tout cas pas tout de suite, mais j'essaie de rejoindre le plus tôt possible. Si vous voulez vous rejoindre pour jouer et discuter sur mon Discord ce dimanche à 21h, il n'y a pas de souci. Je compte sur vous pour, bah voilà, pour pas foutre le bordel et pour être sympa les uns envers les autres. Et puis je vous rejoins dès que j'en ai l'occasion. Encore merci Kay pour ton follow, pour ta gentillesse dans le chat et pour ton sub. Et encore désolé de t'avoir mal accueilli au début, parce que vraiment bah, t'as l'air sympa en plus, donc bon. Désolé. Et merci donc Kay, Nanu, Mopito, Dimal d'être passé sur le live de ce soir, Zikael également bien entendu. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. J'ai pas de potes, ouais, là dans ma liste de potes, dans ma liste d'abonnements, j'ai pas de potes qui est en train de live, donc je ne fais pas de... Comment on appelle ça, putain? Je ne fais pas de raid, et puis je vais simplement vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tous, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de découverte ou une prochaine session de gaming. Bye bye!